Pourquoi cet épisode sur éclosion alors que nous parlons habituellement de cycle féminin, de troubles du cycle et tutti quanti? Tout simplement parce que qui d'entre nous ici n'a pas été touché un jour ou l'autre par le stress, la pression, la perfection ou encore l'hyperactivité et la surproductivité? Sans vouloir trop me mouiller, je pense que nous toutes l'avons déjà vécu au moins une fois. Et quels sont les impacts possibles de ce type de pensée et de comportement? Je vous le donne dans le mille, un dérèglement du cycle féminin. Que ce soit des cycles plus irréguliers, plus douloureux, une difficulté à tomber enceinte ou encore des menstruations qui nous disent « tu sais quoi, j'attends que ça se calme là-dedans et en attendant, je vais aller voir ailleurs ». À présent que je t'ai donné le sens de cet épisode, je vais t'en dire un petit peu plus sur ce que tu t'apprêtes à écouter. En 2023, j'ai réalisé un épisode avec Léa du compte Instagram de Gratitude et Bonheur. En réalité, nous en avons enregistré deux. Un premier sur qu'est-ce que le bonheur et un second, vivre avec sobriété et comment entreprendre sa vie avec plus de simplicité et de tranquillité. Bien sûr, je remettrai tous les liens de ces deux épisodes en description de celui-ci pour que tu puisses aller les écouter car ce sont de vraies pépites, je t'assure. En tout cas, j'en ai eu que d'excellents retours de la part de toutes celles qui les ont écoutés. J'ai donc désiré aller un petit peu plus loin aujourd'hui dans le sujet de l'entrepreneuriat plus slow, plus simple, plus respectueux de sa féminité. Aujourd'hui, nous plongeons dans les eaux tranquilles du slowpreneuriat, cette approche entrepreneuriale qui privilégie la qualité sur la quantité ou encore la durabilité sur l'urgence. Au cours de cet échange, nous dénicherons des pépites de sagesse auprès d'une slowpreneur exemplaire, à savoir Laure, fondatrice de Maslow Boîte, qui a choisi de naviguer à contre-courant, embrassant sa lenteur comme une stratégie gagnante dans sa vie. Tu n'es pas gérante d'une entreprise, peu importe, reste parmi nous car ici, on ne parle pas que businesswoman. Tu verras que l'entrepreneuriat va bien au-delà de l'idée que l'on a, à savoir monter sa boîte. Prépare-toi à être inspiré par une histoire de réussite non conventionnelle, des conseils pratiques pour intégrer la lenteur dans notre propre parcours entrepreneurial de vie et des réflexions profondes sur la signification même du succès dans un monde de plus en plus frénétique. Installe-toi confortablement. Prends une profonde inspiration et laisse-toi emporter par cet épisode qui t'invite à réfléchir sur la puissance du slowpreneuriat. Belle écoute! On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son œuf ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tends le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question et leurs convictions. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles nous racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grand apprentissage. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Bonjour Laure et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de vie. Alors, juste avant qu'on entame les discussions sur le sujet du jour, j'aime bien commencer par une petite question brise-glace. Donc, nous sommes sur le podcast Éclosion qui parle de féminité et surtout de reconnexion à son cycle féminin. Te concernant, Laure, pourrais-tu un peu me dire ou nous dire comment toi tu abordes ta féminité? Est-ce que tu as déjà par exemple vécu des difficultés spécifiques avec ton cycle féminin que tu souhaites partager bien entendu et qui pourraient peut-être même être en lien avec le sujet du jour qu'on va entamer juste après, à savoir la slow life, le slow entrepreneuriat et le slow de manière générale.
Merci Alexandra. Alors, mon cycle féminin, je pense que c'est quelque chose que j'ai découvert comme beaucoup de femmes qui ont été sous contraception depuis l'adolescence, finalement assez tard. Parce que je pense que j'ai dû commencer à prendre la pilule à 14 ans et j'étais menstruée depuis mes 11 ans, mais bon, au début c'est toujours un peu chaotique et puis concrètement à l'époque on nous expliquait pas grand-chose, faut le dire. Donc j'y connaissais pas grand-chose et j'ai découvert en arrêtant la pilule contraceptive dans ma vingtaine, je pense vers ouais, aux alentours de 28 ans par là. J'ai commencé à découvrir qu'en fait il y avait un cycle, alors qu'avant c'était assez lissé. J'avais des règles à date régulière, enfin voilà. Et ceci dit, je pense que j'ai commencé à m'y intéresser vraiment, c'est-à-dire à voir que ce n'était pas que quelque chose de pénible parce que j'avais mes règles une fois par mois. Sans doute quand je suis tombée enceinte la première fois. J'avais déjà pris la décision de ne plus être sous contraception hormonale parce que je me sentais quand même vraiment mieux sans ça. Mais si tu veux, c'était plus un ressenti général. Je saurais difficilement le décrire d'ailleurs, mais j'avais l'impression de pas être trop moi-même. Quand il y a une fois, j'avais repris une pilule et puis j'ai vite arrêté parce que je me disais ça me va pas du tout. Et par contre, quand je suis tombée enceinte la première fois, je me suis penchée sur ces sujets-là, sur le corps féminin, sur toutes ses capacités, sur tout ce qu'il se passait et j'ai même suivi une formation de doula l'année dernière, donc c'est un sujet que je connais bien et que j'utilise maintenant à bon escient. Et c'est vrai que ça a complètement transformé la vision que j'en avais de un peu une malédiction. Quand on est une femme, on a ses règles une fois par mois et puis c'est un peu le truc relou. Et aujourd'hui, j'ai une vision très très positive. Et j'utilise, y compris au maximum dans mon travail, c'est des différentes phases pour optimiser tout ça. Intéressant. Et du coup, effectivement, quand tu dis j'utilise ça à bon escient, est-ce que tu pourrais nous donner des petits exemples concrets et là, tu parlais de ton travail, par exemple, avec les différentes phases du cycle. Ouais. Comment tu t'organises particulièrement, par exemple, c'est ça? Par exemple, j'essaye. Alors, j'ai un cycle là, depuis mon deuxième enfant qui est pas encore devenu parfaitement régulier. C'est-à-dire que ça varie, je dirais, sur 4-5 jours. On n'est pas sur un nombre de jours hyper fixe, mais globalement, j'ai quand même une idée. Donc, par exemple, je vais éviter absolument de mettre Je fais pas mal d'interventions en live, enfin pas mal. J'en fais de temps en temps des interventions en live, soit devant des clients, soit pour ma communauté. Et quand il y a un fort enjeu, je vais éviter de coller ça, par exemple, en pleine période prémenstruelle ou en période de menstruation, parce que je sais que c'est des périodes où je suis plus irritable et plus fatiguée. Donc, je vais plutôt les mettre sur mes périodes soit préovulatoires, soit ovulatoires, parce que je sais que je suis dans une bonne énergie pour ça. Et autre exemple concret, pas plus tard que la semaine dernière où j'étais en menstruation et où cette fois-là c'était particulièrement virulent, je dirais en termes de ressenti. Je devais aller bosser en coworking et puis en fait non, j'ai fini la semaine chez moi. J'avais envie d'être chez moi. Je me suis pas forcée à aller voir des gens alors qu'en fait je n'avais pas envie d'avoir des gens. J'avais juste envie d'être au maximum à la maison. J'avais pas mal de visio prévues, mais j'étais chez moi. Donc je vais vraiment être à l'écoute de ça et ne pas essayer de lutter contre. Dès que je peux adapter, en fait, je le fais. Je dis pas que je fais tout mon planning en fonction de ça, mais de mieux comprendre aussi les phases de mon cycle et comment j'y réagis, ça me permet d'arrêter d'être dans le jugement, d'être dans le « oh là là, ça m'arrange pas en ce moment », mais de passer tout de suite à comment je peux ajuster les choses pour que ça soit plus agréable pour moi. Et c'est vraiment déjà, je pense, une bonne première pépite que tu nous partages ici par rapport aussi à la notion de ralentissement, de fluidité de vie, de slow qu'on va aborder pendant tout notre échange. Et moi, ce dont j'ai aussi pris conscience quand je me suis aussi reconnectée à mon cycle après avoir arrêté la pilule depuis aussi de nombreuses années, et ce que j'essaye de véhiculer aux femmes aussi qui sont un petit peu dans les règles, ça fait mal, c'est douloureux, c'est sale, c'est pas beau, machin, etc. C'est qu'en fait, ça devient presque, et moi c'est comme ça que je le vis quand je vais avoir mes menstruations,
et que j'en étais privée pendant 10 ans, donc pour moi c'est une vraie célébration, mais je les célèbre encore plus parce que je me dis ça va être le moment où je vais être fatiguée, mais je vais pouvoir assumer que je suis fatiguée et sans culpabilité, tu vois, je vais ralentir et il y a des choses que je vais faire ou que je ne vais pas faire justement sans culpabiliser. Donc c'est presque le moment où je culpabilise le moins et que je célèbre ma fatigue éventuelle parce que c'est tout à fait normal et que le corps il processe énormément de choses pendant cette phase-là. Donc voilà, c'est presque même une super étape pour moi. Complètement. Donc, mais c'est vrai qu'à condition qu'on puisse le faire, bon déjà à condition qu'on puisse avoir un cycle naturel et qu'on puisse après faire en sorte d'organiser sa vie en fonction. Alors je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui vont dire ouais bah, c'est bien beau quand on est à son compte on peut faire ce qu'on veut. D'une part non, c'est pas parce qu'on est à notre compte qu'on peut faire ce qu'on veut. On essaye d'ajuster, voilà, et puis en fonction de l'activité, je prends typiquement des artisans ou des maçons, etc. Mais il y a des femmes maçons que je connais vont pas forcément ajuster. Elles pourraient, mais elles le font pas forcément. Et puis je pense que même quand on est salarié, il y a toujours moyen de faire en sorte d'ôter certaines choses que l'on faisait ou de les faire autrement aussi. Ouais, complètement. En fait, effectivement, je pense que les personnes qui peuvent tout adapter à ça sont assez peu nombreuses. Après, ça peut être un choix de vie aussi, c'est-à-dire que le choix du métier, de l'activité peut se choisir en fonction de ça. En soi, pourquoi pas. Mais du coup, pour toutes les autres, c'est plus une question en fonction des contraintes qu'on peut avoir, peut-être qui nous empêchent d'optimiser complètement. C'est pas pour ça qu'on peut rien changer. Et peut-être que même une salariée qui, dans le cadre de son travail, n'a pas le choix, peut-être que le soir, quand elle rentre chez elle, ou la semaine où elle a ses règles, s'organiser avec son conjoint, sa conjointe pour se libérer un petit peu de certaines tâches, pour s'organiser autrement, quitte à en faire plus après, peut-être se coucher plus tôt, peut-être c'est pas la semaine où il faut le plus sortir, voir plus de monde. En fait, il y a aussi, au-delà du travail, au-delà de la période de travail dans la journée, il y a d'autres phases dans la journée et c'est comment s'adoucir les choses au maximum pendant cette période-là, sachant que les autres périodes vont permettre de rattraper ça aussi. Absolument. Et peut-être que ça peut commencer aussi par déjà faire le point sur tout ce qui nous est énergivore de notre vie. Et en fonction des étapes de la vie et des phases de notre cycle, il y a des choses que l'on assume et mieux que d'autres. Et en sachant ce qui nous prend le plus d'énergie, eh bien, il faudra se focaliser, je pense, sur ça en priorité pour les faire évoluer quand on arrive dans la phase où on a besoin justement de plus d'introversion, de ralentissement et de reprendre un peu nos forces, en fait, de ralentir vraiment. Et bien, si on a déjà identifié ce qui nous pompe de l'énergie, au moins on va pouvoir faire évoluer au mieux ces choses-là pendant cette phase et pas forcément tout faire évoluer non plus. Ouais, complètement. Mais je crois que aussi ce qu'on oublie, moi je le vois parce qu'il arrive qu'il y ait certains mois où pour une raison X ou Y, je ne peux pas pleinement profiter de cette période. Ça peut arriver par exemple quand je donne des cours notamment, quand j'ai 2 journées de cours qui arrivent dans la semaine et que j'ai mes règles ces jours-là, je fais mes journées de cours, ce qui est pour moi quelque chose d'assez énergivore. Il suffit que cette semaine-là, en plus, mon conjoint a des activités le soir, c'est plus moi qui vais gérer mes enfants. Enfin voilà, des fois la vie fait que c'est pas idéal et ces mois-là, toute la suite du cycle est beaucoup plus difficile. Je sens vraiment une différence, c'est-à-dire que si je n'ai pas pu vraiment me reposer et faire moins de choses et être un peu plus dans ma grotte pendant mes menstruations, ça va impacter tout mon cycle. Donc là où sur la phase préovulatoire et ovulatoire, normalement, j'ai beaucoup d'énergie, si jamais le point de départ n'a pas été assez respecté, j'ai pas beaucoup d'énergie et au contraire, ces périodes-là, elles peuvent je peux être très fatiguée pendant ces phases-là parce que moi, mon corps, il a pas pris le repos nécessaire pour encaisser toute l'énergie qui arrive. Donc, le fait de constater ça aussi, ça m'aide les fois où, voilà, quand mes menstruations arrivent, même si ça va, à me dire attention, je vais pas me charger la mule parce que j'ai pas envie d'avoir tout mon cycle à être fatiguée alors que là c'est la période pour prendre un peu de repos et rentrer un peu en introspection. Et en fait, ça illustre tout à fait le fonctionnement du cycle, ce que tu viens de dire, parce que je pense que dans l'inconscient, on se dit que la phase menstruelle, c'est la fin d'un cycle.
Or, la phase menstruelle, c'est la phase de nettoyage. Et Tout en à fait. gynécologie, la phase menstruelle, c'est la première phase du cycle. Donc, si cette première phase-là, elle est bâclée, elle n'est pas respectée, bah, en effet, comme tu viens de le dire, c'est tout le cycle derrière qui en pâtit. Et c'est pas la dernière phase, c'est bien la première. Donc ça, c'est super Ouais, et puis important voilà, c'est le nettoyage de la phase d'avant et puis le renouveau. Enfin, c'est bah même par rapport aux phases lunaires, c'est ce qui est associé à la nouvelle lune, pas l'ancienne lune. C'est bien ça. Et tout à l'heure, tu parlais de... On se rattrape dans les autres phases. Justement, la petite question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que en ralentissant, en faisant moins de choses quand on a ses règles, du coup, est-ce qu'on perd en productivité? Tu vois, toutes les personnes qui pourraient se poser la question, selon toi. Non, non, absolument pas. De manière générale, le repos est l'un des meilleurs outils de productivité, même pour les personnes qui sont pas sous cycle naturel, même pour les hommes, etc. C'est-à-dire que on a aujourd'hui des, on est dans une société qui nous prend énormément d'énergie déjà de base. On n'a jamais été aussi sollicité et ça n'a l'air de rien, mais tout ce qu'on peut engranger comme information sur les réseaux sociaux, en discutant avec les gens, dans la rue, à la télé, enfin tout ça, on est dans un monde qui est extrêmement énergivore déjà de base. Donc on a un petit peu tous, à part certaines personnes qui font le choix de s'éloigner un peu de ça, qui partent dans des lieux assez reculés, à la campagne, qui se coupent un petit peu de tout ça, où eux, ils arrivent à avoir un niveau de stress qui est raisonnable par rapport, je dirais, à l'aspect sociétal. Pour tous les autres, on a déjà un peu notre jauge de, d'énergie qui est grignotée juste par le fait de vivre en France à notre époque. Euh, donc pour tout le monde, prendre du repos, c'est ultra nécessaire parce que quand on rajoute par-dessus ça nos journées de travail avec le stress qui peut y être lié, bah, les jauges d'énergie, elles sont vite vides, quoi. Et quand on arrive à un certain niveau de fatigue, la productivité, elle baisse. Donc le repos, il est non seulement ça va pas faire qu'on va baisser sa productivité, mais en plus c'est indispensable si on veut maintenir une efficacité en fait. Euh, et je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir l'illusion que non, parce qu'on a cette logique qui est très liée à plus on travaille, plus on produit et plus on est efficace. Euh, mais on n'est pas des machines. Ça, c'est valable pour les robots qui n'ont pas ce système de fatigue. Et encore, même les robots, ils ont de la maintenance, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, même les machines, on fait de la maintenance et de l'entretien. Donc, oui, il peut y avoir cette illusion pendant des périodes où on travaille, on fait toujours plus, et on a l'impression qu'en fait, ça change rien, jusqu'au jour où on dépasse la limite, et là, du coup, on n'est plus capable de rien faire. Donc, non, non, se prendre un peu de recul et de repos pendant la période menstruelle, c'est ce qui permet justement de garder un bon niveau de productivité. Et alors effectivement, les robots ont le même système de maintenance et de mise au repos. La seule différence, c'est qu'on ne fonctionne pas exactement de la même manière. Eux, on va les mettre en maintenance effectivement au bout d'un certain moment. On les a presque poussés jusqu'au bout et avant rupture des matériaux, on les maintient. Or, l'être humain est un être vivant et comme tous les êtres vivants, on est régi par des hormones qui fonctionnent à l'échelle d'une journée et à l'échelle d'un mois aussi pour les femmes. Et donc du coup, pour traverser tous ces cycles, bah, la phase de repos fait partie des fluctuations hormonales qu'on traverse dans la journée et dans le mois. Et on ne peut pas attendre comme les machines par contre la zone de rupture ou de pré-rupture et pour autant c'est comme ça qu'avec la société nous fonctionnons, on tend à fonctionner. C'est comme ça qu'on attend le week-end pour se reposer et encore on rattrape ces tâches ménagères que l'on n'a pas faites la semaine donc du coup on ne se repose pas. On attend les vacances pour pouvoir se reposer des 4 mois non-stop qu'on a fait à fond mais en même temps les vacances c'est l'occasion d'aller voir les amis, de sortir etc. Donc on ne se repose pas forcément. On attend la retraite pour pouvoir se reposer de toute la vie de travail que l'on a fait, mais finalement à la retraite, on se tape toutes les maladies inimaginables parce que finalement on est à rupture. Donc en fait, on a pris, en fait, on a repris le schéma de fonctionnement des machines en fait. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on a un parallèle que je fais souvent, c'est que ça ne nous viendrait pas à l'idée, par exemple, de n'aller faire le plein d'essence que quand la voiture tombe en panne d'essence. Et pourtant, c'est un peu ce qu'on fait dans nos vies et notamment sur l'aspect travail, c'est-à-dire que
on se dit, bah, tant que ça roule, c'est bon. Et on attend de ne plus être capable de rouler pour se dire, ah tiens, il va peut-être falloir que je me repose. Alors que ça nous semble complètement aberrant pour des machines, mais pour l'humain, il y a toujours cette espèce de croyance qu'on va pouvoir tenir bon, mais c'est pas pour rien, c'est très lié au fait qu'on est dans des logiques, on est toujours dans le monde du travail, dans des logiques très productivistes, mais pas que dans le travail en fait, tu vois, même dans la maternité, euh, la parentalité, il y a aussi beaucoup d'injonctions à être très présent, être très investi, être toujours très, 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 très. Et c'est hyper culpabilisant quand on se rend compte que bah, on est fatigué aussi et que bah, ça, c'est le genre de travail dont on peut prendre moins facilement congé aussi. Donc, on est quand même globalement encouragé à produire, à être, à faire, à être présent et à être là. Et, euh, et le fait d'avoir du temps pour soi et du temps de repos est pas mal vu comme de l'individualisme et assez négativement finalement. Oui, de l'égoïsme un petit peu, ouais. Ouais, ouais, complètement. Alors que c'est nécessaire si on veut pouvoir Mm, prendre soin des autres. mm. Oui, tout à fait. Et parfois, c'est tellement ancré dans notre mental et nos schémas presque neuronaux qu'on se biaise nous-mêmes. Enfin, je dis ça parce que hier, j'ai eu une prise de conscience. J'étais avec mon conjoint et on se baladait. Et je commençais à réfléchir, parce que je réfléchis beaucoup, plein de choses. Et puis, je commence à me dire, mais en fait, est-ce que il y a des choses que je fais, mais qui n'ont absolument aucune utilité derrière? Est-ce qu'il y a des choses que je fais avec l'intention que ça ne serve à rien? Typiquement, ça sert tellement à rien, c'est tellement inutile qu'après avoir fait cette chose-là, je pourrais la mettre à la poubelle sans aucun jugement et avec une totale acceptation, mais j'ai juste kiffé le processus de la réalisation de la chose, et après, comme ça sert à rien, poubelle. Et en fait, eh bien non. J'ai l'impression que même quand je me dis, allez, va dessiner parce que j'ai envie d'apprendre à dessiner, et bien derrière, non, je dessine pour que ce soit joli, pour pouvoir éventuellement que ça serve à illustrer des articles, des vidéos, des futurs projets que j'ai en tête. Donc il y a toujours cette notion de ça sert à quelque chose derrière. Et c'est finalement encore une mentalité de productivisme. Oui, Mais en ouais, fait, ouais. derrière, quelles sont les choses que l'on fait dans notre journée qui ne servent à rien? Bah, il y en a peu finalement. Enfin, je Mais pense, après... en fait, dans ce que tu dis, c'est que c'est pas que c'est que ça serve à pour autre chose que juste passer un bon moment pour toi. Il faut toujours avoir une utilité extérieure, tu vois, ou liée, même si c'est pour nous, liée par exemple à notre travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de prendre du temps pour soi juste pour s'entretenir et pour passer un bon moment et pour se sentir bien, je pense que tout le monde le sait sur le papier, mais c'est beaucoup plus difficile à intégrer parce que on a toujours aussi été éduqué à faire des choses pour que ça serve, que ça nous serve, enfin, tu sais, je dirais qu'il y a une utilité future finalement, et pas une utilité sur le moment. Alors qu'il y a plein de choses qu'on fait qui ont une utilité que sur le moment, dormir, boire, manger, je veux dire, ça n'a d'utilité que sur le moment, hein. Mais, je veux dire, quand on mange, c'est d'abord pour répondre à un besoin dans l'instant T. Et c'est vrai que quand on est sur d'autres pratiques, euh, on a plus de mal à se dire non, mais je le fais juste parce que là, j'en ai besoin en ce moment, ça me fait du bien. Il n'y a aucun autre objectif que ça. Et ça, c'est assez difficile. On est habitué à ce qu'on... Parce que tu vois, même à l'école, quand on apprend des choses, on n'arrête pas... Moi, je fais partie de ces élèves qui voulaient vraiment comprendre, mais ça sert à quoi? J'avais du mal à me mettre sur des choses surtout des choses que je n'aimais pas trop. Des choses que j'aimais bien, ça allait, mais des choses que j'aimais pas trop, je me disais, mais ok, mais concrètement, ça sert à quoi? Et les réponses, genre, mais tu verras, ça te servira plus tard, ça te servira plus tard, ça te servira plus tard, ça me gonflait parce que moi, j'avais besoin de savoir, oui, mais là, maintenant, en ce moment, tu sais, avec les pensées d'enfants et d'adolescents, genre, oui, mais là, maintenant, à quoi ça va me servir, avec un effet suffisamment immédiat pour que j'y prenne un peu de plaisir? Donc, on est vraiment éduqué aussi à dire, non, mais c'est pas grave, si ça te sert pas maintenant, fais-le, ça te servira plus tard. Il faut qu'il y ait un objectif futur pour qu'on y accorde de l'intérêt. Mhm. Et ce qui est très dommageable et insidieux, c'est que, en fait, comme tu le dis, on est maintenant presque programmé à ça, dans le sens où moi, si effectivement derrière il n'a pas d'utilité ou je ne perçois pas l'utilité, j'en ai presque plus l'envie.
de faire Ouais, cette ouais. chose-là qui ne Ouais, sert à ouais, rien. complètement. Et pour autant, c'est là que le cerveau débranche complètement, en fait. Et c'est là qu'on se ressource aussi, et c'est là où, en fait, la notion de temps pour soi a tout son sens. Et, et en fait, je sais pas, j'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est que temps pour soi, je l'avais pas encore vraiment très bien incarné pour moi, hein, très bien compris. Et en fait, en tout cas, à titre personnel, prendre du temps pour moi, c'est faire quelque chose, et dont cette chose-là, je pourrais la mettre à la poubelle tellement elle ne sert à rien dans sa production finale, en fait. Mais elle a servi dans le processus, par contre, à prendre du plaisir. Oui, mais et c'est ça en fait qu'il faut peut-être recadrer, c'est-à-dire que quand on prend du temps pour soi, non pas pour produire quelque chose, mais juste pour passer un bon moment, déjà ça permet de passer un bon moment et on y a tous droit. C'est-à-dire que on a le droit de juste vouloir se sentir bien sans aucun autre objectif derrière. Mais dans les faits, quand on est bien, ça a évidemment des conséquences et une utilité pour le reste, les autres, le futur. C'est juste que il faut peut-être réussir à voir ça comme un bonus. C'est-à-dire que la première chose pour laquelle on devrait s'autoriser à prendre soin de soi, c'est juste parce qu'on a le droit. Et d'ailleurs, ça nous semble tout à fait cohérent que les autres prennent soin d'eux. C'est toujours quand c'est par rapport à soi où on a plus de mal, mais parce qu'on a l'impression que c'est égoïste, mais on devrait pouvoir se dire, mais là, je vais faire ça, juste parce que sur le moment, ça me fait du bien et que j'y ai le droit. Et le fait que ça va me permettre d'être plus présent pour les autres, plus productif, d'avoir plus de clarté d'esprit, c'est la réalité, mais ça devrait être le bonus. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même besoin de s'assurer que c'est pas trop égoïste quand même. Alors que de toute façon, ces effets-là, ils sont là. Enfin, faut que tout le monde se rassure. Les gens heureux sont souvent les gens qui font le plus de bien autour d'eux. Oui, mais c'est vrai que c'est moins perceptible à court terme, et à court terme, on a envie de sentir cette solution, cette notion d'utilité. J'ai servi aujourd'hui à faire ça à telle personne, etc. Et on ne priorise pas effectivement ces bonus qui sont fondamentaux. Je sais pas si c'est pas visible à court terme. Enfin, par exemple, moi, quand j'ai besoin d'un moment pour moi, quand je suis le week-end avec mes enfants et que je sens que je commence à être irritée, un petit peu agacée, etc., et puis que je demande à mon mec d'aller les emmener au parc pendant 2 heures, et moi, là, je fais un truc pour moi. Quand ils reviennent, ça m'a fait du bien. Quand ils reviennent, je suis beaucoup plus patiente. Donc, c'est assez, enfin, tu vois, le besoin de repos. En fait, c'est ça, c'est savoir s'écouter. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où on n'a pas spécialement besoin, mais quand on ressent le besoin de repos, quand on ressent le besoin de, là, qu'est-ce que j'aimerais bien faire ça, là, ça me ferait du bien, là, j'aimerais bien être tout seul, etc., d'être capable d'écouter ça. Parce que le corps, il ment jamais. Le mental ment tout le temps. Il sert aussi à plein d'autres choses, mais le mental est très fort pour se bercer d'illusions et pour nous faire tenir dans des choses qui sont hyper toxiques, etc. Mais le corps, il est très binaire. Il va bien ou il va pas bien. Il faut pas oublier que dans notre corps, il y a aussi notre cerveau. Donc la machine qui pense, la machine qui a des émotions, etc., elle aussi, elle fait partie du corps. Donc quand on ressent un besoin, qu'on ne s'autorise pas à écouter parce qu'on se dit mais non, ça servira à rien, bah non, je serais trop égoïste, etc., on n'écoute pas notre corps. Et ça, petit à petit, le corps, c'est le boss final. Au bout d'un moment, quand on l'écoute pas une fois, il va réitérer. Et puis de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on l'écoute. Donc, euh, le fait de se dire, là j'ai un besoin, mais c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, je vois pas l'utilité, etc., c'est ne pas s'écouter. Donc, il va forcément y avoir un retour de bâton. Donc, ça pourrait nous servir juste à ça, tu vois, juste à se dire, attends, j'ai un besoin, comment je peux faire pour le respecter au maximum? Parce que le besoin, il est là. Et si je l'écoute pas, donc ça pourrait être juste ça l'utilité, répondre à un besoin. Comme ça nous semble normal de dormir la nuit, comme ça nous semble normal de boire quand on a soif, comme ça nous semble normal de manger quand on a faim, etc. Oui, et quand tu vois que tout le monde ne mange pas quand on a faim, quand les gens ne boivent pas suffisamment, par exemple, quand les gens ne priorisent pas leur sommeil, finalement, même ces besoins fondamentaux qui sont nos piliers, notre hygiène de vie, ne sont eux-mêmes déjà pas forcément respectés dans tous les cas. Donc c'est vrai que derrière, c'est... Ouais, je pense que on a vraiment dans une société qui nous détourne de nos besoins primaires. Et parce que je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a une confusion entre euh, individualité, tu vois, se respecter soi, prendre soin de qui on est, prendre soin de sa singularité, etc.
une confusion entre ça et l'individualisme qui est de toujours se faire passer avant les autres, au détriment des autres. Mais prendre soin de soi, c'est pas ça. Ouais, mais je pense que ça vient aussi d'une éducation, effectivement, de l'effort avant le réconfort, de penser aux autres avant de penser à soi. Et ça, je Ouais, pense qu'on l'entend sous toutes ses formes depuis notre enfance, là où le cerveau est en train de se construire. Donc, en fait, ouais, ça devient une normalité ouais, totalement acceptable et qui est compliquée à déconstruire. Mais fort heureusement, on a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. On a notre cerveau, c'est une vraie pâte à modeler. Donc, on peut changer nos schémas de pensée. Ça demande de l'effort, bien sûr. C'est pas simple, mais c'est possible. ouais, Mm. Mm. ça demande du temps. Ouais. Mais je pense qu'en plus, les femmes, on est d'autant plus sujettes à ça parce qu'on est éduquées dans l'idée qu'on est là pour prendre soin des autres aussi. Soin du foyer, soin Euh, Ouais. ouais, en tout cas, de passer après les autres. Et donc, du coup, je pense que c'est encore plus difficile pour les femmes de s'autoriser à prendre du temps pour soi. Enfin, je sais pas toi, mais autour de moi, les hommes que j'ai autour de moi n'ont pas tellement de mal à ça. Ils ont besoin de faire du sport, ils vont faire du sport. Ils ont besoin d'une pause, ils vont faire une pause. Ils ont besoin d'une sieste, ils vont faire. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus binaires. Alors, c'est pas pour ça que des fois, des fois, c'est peut-être le besoin de performance et d'atteindre des objectifs qui fait qu'ils font passer leurs besoins au second plan. Mais en tout cas, ils ne culpabilisent pas quand il y a des moments où ils doivent prendre soin d'eux. J'ai pas l'impression qu'ils culpabilisent. Alors que chez les femmes, j'ai quand même cette sensation que on se l'autorise, mais on a besoin de voir à quoi ça va servir pour les autres pour moins Mm. culpabiliser. Ouais. Absolument. Je pense que maintenant, on est dans une ère où on commence à saisir en tant que femme qu'on a ce besoin. Mais par contre, la culpabilité, elle reste toujours présente. Donc finalement, les bienfaits du besoin assouvis ne sont pas forcément vraiment présents. Ben, faut réussir à voilà, faut se réussir à se détacher de cette culpabilité. C'est ça le travail en fait à faire. C'est comment tu te détaches de ça. C'est ça. Et je te rejoins par rapport aux hommes. Je pense que les hommes ont cette faculté à plus facilement s'octroyer ces moments-là sans culpabilité. Parce que justement, cette fameuse balade que je faisais hier avec mon conjoint, je me suis dit, bah, c'est un peu une utopie, Alexandra, dans ma tête, je me parlais, je me disais, mais faire un truc qui sert absolument à rien, même voilà, dessiner pour rien et tu jettes ton dessin, est-ce que c'est vraiment possible? Donc je retourne la question à mon conjoint et je lui dis, est-ce que ça t'arrive de faire des choses dans une journée, soit tous les jours une chose, soit régulièrement, quelque chose où quand tu le fais, tu kiffes, mais derrière, il n'y a pas d'utilité pour toi, vraiment, ça n'a pas servi à grand-chose à part kiffer. Et il m'a dit, ben oui, quand je joue au tennis avec un pote, c'est juste pour le plaisir de taper dans la balle, mais derrière, j'ai pas envie de gagner, c'est pas pour construire un corps, c'est pas pour dépenser des calories, c'est juste pour taper dans la balle. Quand je regarde une vidéo, c'est pas pour apprendre, donc là, c'est pour juste bah, me marrer devant la vidéo, point. Et en fait, il m'a cité plusieurs choses comme ça, où ben, il fait bien, effectivement, il réalise bien ces activités-là sans autre utilité qu'apprécier le moment, en fait. Et j'ai trouvé ça, je fais, ah, c'est cool. Non, il culpabilise pas. Hum, Non. oui. Mais non, mais ouais, on se torture Ouais, l'esprit. et il culpabilise pas de ça, probablement qu'il se pose pas trop. Mais en fait, c'est ça, je pense qu'il se pose pas plus de questions que ça, les mecs. Bah quoi, j'ai besoin, j'ai envie. Ouais, ouais, mais parce que ça fait quand même quelques millénaires que les femmes sont censées être au service d'eux, dévouées, etc. Et que euh, le fait de penser à elles aussi. Je dis bien aussi parce que évidemment que quand on pense à nous, on pense pas, enfin, on n'ignore pas les autres. Ouais, il y a un vrai enjeu de comprendre qu'on ne fait de mal à personne, on ne vole rien à personne, on ne prive personne de rien, et au contraire, c'est en prenant soin de soi qu'on peut faire encore mieux pour les autres. Mais on pourrait juste prendre ça sans que ce soit le but, comme le font les hommes en fait, parce que c'est normal. Et c'est ça qu'il faut normaliser. C'est normal de vouloir Ah oui, bien sûr. se faire Mais oui, plaisir, bien sûr. prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Il devrait même pas y avoir de débat sur le sujet. Et la culpabilité, je crois qu'on se la met tout seul, hein, parce que les autres, ils s'en foutent. Je veux dire, tout le monde s'en cogne de savoir ce qu'on fait de notre temps, quoi. C'est très, c'est des choses à déconstruire par rapport à notre éducation. Mais, il faut vraiment se rassurer en se disant que personne va venir nous voir en disant, ah ouais, tu culpabilises pas d'avoir pris une heure pour marcher juste comme ça. Ah bon, tout le monde s'en fout, personne le voit. En plus, enfin, je veux dire,
C'est la peur du regard des autres qui fait qu'on ressent cette culpabilité. Mais en fait, le regard des autres, il n'existe pas sur ces sujets. Oh là là. Et bah, tu sais quoi, ça fait 40 minutes qu'on discute, ou 30 minutes, et on est déjà à fond dans le sujet, mais on n'a même pas pris le temps de faire un petit point sur qui tu es, parce que les personnes nous écoutent et font, mais c'est qui cette personne-là qui, qui est en train de parler? Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter de la manière dont tu le souhaites en quelques mots, voire de manière conventionnelle ou pas, vraiment? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi, juste pour savoir un petit peu qui est en train de répondre à mes questions depuis tout à l'heure? Qui est cette personne? Pas de souci. Donc, je m'appelle Laure Daudier, je vais avoir 38 ans, je suis maman de 2 enfants. Et une chose que j'aime beaucoup faire dans la vie et qui m'anime, c'est de provoquer des déclics chez les autres pour leur permettre d'améliorer leur quotidien, d'évoluer, de progresser. Et la manière dont j'exploite ça professionnellement, c'est en étant accompagnante, formatrice et speaker sur le sujet du slowpreneuriat. Donc, c'est vraiment une manière d'entreprendre en remettant l'indépendant, l'entrepreneur au centre et en construisant un business autour, de manière à ce que ça soit le plus serein, durable et rentable possible. Et ça, le slowpreneuriat, c'est quelque chose qui va venir compléter un spectre aujourd'hui incomplet du monde de l'entreprise, où on a l'entreprise traditionnelle, et la priorité de l'entreprise traditionnelle, c'est l'entreprise, le modèle start-up, où la priorité, c'est le client, et la vitesse, et la performance. Et pour le moment, c'est un peu tout. C'est-à-dire que même les gens qui sont freelance, indépendants, etc., ont un petit peu le choix de suivre ces 2 logiques-là. Et il manque pour moi une troisième option qui va donc à l'opposé de la start-up, qui est le slowpreneuriat, dans lequel le centre, c'est la personne qui entreprend. Et puis l'équipe, au bout d'un moment, évidemment, l'équipe quand c'est sous le format d'une équipe, donc l'humain dans l'entreprise, et trouver le point de jonction entre ses besoins et les besoins des clients, et de construire autour de ça. Et ça se traduit du coup, comme on pense plus à l'humain, ça se traduit souvent par un temps de travail qui est inférieur à ce qu'on voit d'habitude, des logiques aussi qui sont pas les mêmes, mais en tout cas, ce qui n'est pas synonyme en revanche de petits objectifs, de petites ambitions, etc. C'est juste dans la manière d'aborder les choses, en faisant moins et mieux. Donc c'est mon travail aujourd'hui, d'accompagner des indépendants là-dessus, de former des gens à accompagner des indépendants là-dessus, et de porter le message de ce nouveau paradigme d'entrepreneuriat. Une belle mission. Alors bon, du coup, je te propose que l'on entame, ou plutôt que l'on poursuive le sujet. Parlons slow, parlons slowpreneuriat, parlons, j'ai envie aussi peut-être dire de slow life un peu plus largement. Donc, au travers de ma slow boîte, tu abordes le sujet, comme tu l'as dit, du slow, du ralentissement, au travers notamment de l'entrepreneuriat. On pourrait donc plutôt penser que c'est assez simplement lié un peu aux girl boss, ou même aux hommes, hein, mais là, comme on est plutôt sur un podcast féminin, aux girl boss. Or, pour moi, et peut-être que tu vas me contredire, et tu as largement le droit, mais à mon avis, j'ai même la conviction qu'entreprendre, ça ne se résume pas forcément, et pas que largement, au domaine professionnel, ni même au fait de monter une boîte, même si c'est aujourd'hui la manière que tu as choisi d'aborder ce thème-là sous la casquette du professionnel. Est-ce que pour toi, ou plutôt, que veut dire pour toi entreprendre de manière plus large que l'entrepreneuriat, et à quoi ça sert d'avoir cet esprit d'entreprendre quelque chose ou d'entreprendre une vie? Pour moi, entreprendre, c'est imaginer et développer des projets qui vont contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Quelque chose de plus grand que soi, des fois, ça peut être juste sa famille, hein. Par exemple, quelqu'un qui rachète un vieux corps de ferme et qui va passer 3 ans à le retaper, c'est une forme d'entrepreneuriat. D'ailleurs, en anglais, les entrepreneurs, à la base, c'est un synonyme de professionnels du bâtiment, de constructeurs, etc. Même si aujourd'hui, c'est un peu plus large. Imaginer construire un projet qui va avoir une mission qui va servir à améliorer, normalement, enfin ça devrait être ça, à améliorer, à répondre à des besoins. Et donc, ça peut être entreprendre la décoration de sa chambre
pour se sentir mieux. Ça peut être monter une association, ça peut être lancer un mouvement, comme ça peut être monter un business. Mais c'est vraiment mettre ses compétences et ses talents au service d'un projet, ouais, qui va contribuer à quelque chose, si possible, de positif. Après, il y a des entreprises où il y a des projets qui n'ont de choses positives que dans les yeux de leurs créateurs, mais pour moi, c'est ça, entreprendre. Donc oui, réaliser quelque chose qui va permettre d'aggrader une situation ou contribuer à quelque chose de plus Ouais, plus large, plus collectif, mais pas forcément collectif ouais, finalement. Si tu parlais de décoration de sa chambre, ça peut être juste pour soi, mais on agrade notre plaisir à dormir dans notre chambre, ou peut-être on peut aussi peut-être entreprendre de prendre soin de sa santé et pour aggrader sa santé. Donc ça peut exactement. rester aussi très personnel finalement, mais c'est là pour venir aggrader une situation. C'est ça, complètement. Mais c'est vrai je sais pas s'il y a des choses qu'on fait finalement qui ont un impact que sur nous-mêmes. Tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça va forcément avoir un impact après sur autre chose. Donc ouais, décorer sa chambre, même si on vit seul chez soi, évidemment que c'est une forme d'entreprise. C'est un projet, et puis on va peut-être mieux dormir, on va peut-être être mieux, et puis on va être une meilleure personne aussi de manière générale pour le monde, quoi. Donc, je sais pas si ça existe des choses qu'on fait. Enfin, si, évidemment que ça existe des choses qu'on fait que pour soi et qui vont peut-être euh, aggraver ce qu'on apporte au monde. Mais normalement, l'entreprise, pour moi, le fait d'entreprendre, c'est pas, ça devrait pas être ça. Il y a une logique d'amélioration, euh, ouais, d'amélioration pour moi dans l'idée d'entreprendre. Or, si on revient dans le monde de l'entreprise, je veux dire à but lucratif, disons, où il y a derrière un enjeu financier, toutes les entreprises n'ont pas cette notion de mission et d'aggrader une situation. Ce ne sont pas des vrais entrepreneurs. Alors, alors en soi, si, parce que dans leur vision, c'est le cas, c'est-à-dire que c'est pour répondre à un besoin, à une envie, etc. C'est juste que parfois il y a des entreprises qui vont répondre à des besoins, soit qui sont des besoins finalement. Euh, Enfin, c'est pas tellement les besoins le problème, c'est plus la manière d'y répondre. Je te prends un exemple. Coca-Cola, à la base, répond à un besoin du plaisir qu'on peut avoir en buvant une boisson sucrée, tu vois. Parce que ça pétille dans la bouche, c'est sucré, on aime bien le goût, etc. C'est la manière dont Coca-Cola y répond qui n'est pas bonne. Mais c'est une entreprise dans le sens où c'est apporter un produit, une solution, un projet pour répondre à une envie ou à un besoin. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment la notion de plaisir. C'est juste qu'ils le font d'une manière qui, certes, apporte du plaisir, mais apporte aussi beaucoup de caféine, beaucoup de sucre, beaucoup de choses, etc. C'est-à-dire que c'est plus dans ce qu'on va mettre en face. Et c'est là, pour moi, qu'il y a la différence. C'est quelle solution on apporte. Et c'est la solution qu'on apporte qui va être vertueuse ou néfaste à terme, au-delà de vraiment la réponse basique aux besoins. Donc, je crois que si toutes les entreprises, à la base, même les industries pétrolières, je veux dire, tu sais, si on prend un peu celles qui sont toujours pointées du doigt, bah, ça répond à un besoin de pouvoir se déplacer avec des véhicules qui marchent à l'essence, par exemple. Et ça répond aussi à un besoin de produire certains objets en plastique. Enfin, tu vois, à la base, ça répond à un besoin. Le problème, c'est quand la manière de répondre à ces besoins va aussi amener de la destruction et j'allais dire de la non-amélioration, je trouve pas le mot, mais de la dégradation, tu vois, quelque part. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle, tu vois, d'entreprises plus responsables, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on trouve des solutions à ces problématiques, à ces besoins, à ces envies, qui soient vertueuses le plus possible et qui n'apportent pas quelque chose d'un côté pour en faire perdre de l'autre. Intéressant. J'aime bien. Ta vision est intéressante, effectivement. Même si je n'approuve pas ces entreprises-là, mais effectivement, derrière, il y a la réponse à un besoin existant. Et... Ouais, moi non plus. Bah, de toute façon, s'il n'y a pas de réponse à un besoin, ça marche pas. Exactement, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que toutes les entreprises qu'on peut critiquer, à la base, fonctionnent parce qu'il y a des gens pour consommer ce qu'elles produisent, hein. Donc, ouais, on a notre part de responsabilité
collectivement, j'entends dans des entreprises qu'on trouve néfastes. Bien sûr, alors là on bascule sur un autre sujet, mais en effet, moi c'est pour ça que on parle de beaucoup de consommateurs et je suis 100% en accord avec cette expression-là, parce que on a beau dire il y a trop de plastique, mais les gens qui disent ça, c'est ceux qui achètent les trucs emballés, quoi. Donc au bout d'un moment, Ben oui, le consommateur, il a c'est sa part à ça. jouer, je suis d'accord. Mm, mm. C'est ça. N'importe quelle entreprise, même les plus puissantes, si demain leurs clients arrêtent d'être leurs clients, elles coulent. C'est juste que, bah, en fait, c'est difficile pour l'humain de changer d'habitude, puis il faut des solutions de remplacement, et puis etc. Donc c'est pour ça que c'est long. Il faut que ça aille vite. Donc ça évite, et voilà. Donc, mais à la base, si, ce sont des projets imaginés et développés pour répondre à un besoin. Et il y a des gens pour consommer. Donc on a vu la partie, parce qu'on on parle quand même de l'expression slowpreneuriat, donc on a vu le côté un peu Mhm. entreprendre au sens plus large. Maintenant, le terme plus slow, si on devait un peu le décortiquer, souvent en plus c'est devenu un peu à la mode cette expression de slow life, on le voit beaucoup, on l'entend beaucoup, et j'aimerais bien avoir ta vision des choses. Toi, pour toi, ça veut dire quoi la slow life, et qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs, voilà. Ouais. Alors, le mouvement slow, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 80 et c'est vraiment une réponse naturelle et inévitable à un excès dans l'autre sens. D'accord? C'est-à-dire que euh, la société a commencé vraiment depuis l'ère industrielle à accélérer comme jamais auparavant. Et tout ce qui va avec, les rythmes de travail, la consommation, les modes de transport, enfin tout s'est accéléré. Et donc forcément, comme toute chose qui arrive dans son excès, il va y avoir à un moment donné un rééquilibrage d'une manière ou d'une autre. Et le mouvement slow, il est né pour ça. Alors il s'est fait d'abord dans la consommation. On entend parler de slow fashion, de slow food, de slow living, effectivement, parce qu'on peut l'étendre à toute la vie. Et c'est vraiment cette idée de faire moins, faire mieux, donc un peu plus d'aller à l'essentiel, de retourner à la simplicité, de reconnecter aussi à la nature. Alors ça peut être reconnecté à la nature, à l'environnement, mais ça peut être reconnecté à son naturel à soi, c'est-à-dire en s'enlevant les couches d'injonctions et de croyances sociétales. En tout cas, moi, c'est comme ça beaucoup que je travaille dans mon boulot. Et c'est la collaboration les uns avec les autres. Donc c'est vraiment, en fait, tu prends tout ce qui se fait de pire dans la société aujourd'hui, hein, avec toujours les notions de faire plus, justement la notion d'individualisme, donc d'être uniquement centré sur soi au détriment des autres, etc. Et c'est une réponse opposée. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment encore la mode. En tout cas, je trouve que le terme permet de le diffuser. Euh, Moi, c'est pour ça que j'emploie ce terme-là, parce que il y a plein de gens aujourd'hui, hein, notamment dans l'univers du business, qui finalement respectent les principes du slowpreneuriat, mais qui n'émettent pas ces mots-là. Et pour moi, le problème, enfin, ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent, mais le problème à ça, c'est que ce n'est pas visible. Et l'avantage de mettre un mot dessus, c'est que les mots font parler. Et à partir du moment où tu mets un mot, que ce soit la slow fashion, la slow food, le slowpreneuriat, la slow life, ça donne des sujets de conversation. Ça fait que les médias en parlent. Ça fait qu'il y a des livres qui sortent sur le sujet. Ça permet de conceptualiser les choses et c'est ça qui facilite aussi la diffusion de ces paradigmes-là. Donc, moi, je suis pour que ça soit la mode, mais pas la mode dans le sens fugace, mais que ça commence par être tendance, que oui, on en parle, et puis petit à petit, si au bout d'un moment les gens adoptent suffisamment ce mode de vie au point que ça ne soit plus un sujet, très bien. Mais pour le moment, il y a encore besoin d'en parler. Est-ce que tu as, à l'instant T, là, au jour d'aujourd'hui, en disant, mais ça se dit pas, que tu as identifié des limites à ces termes-là de slow food, slow life, etc. Des limites ou même des incompréhensions de certaines personnes ou voilà, peut-être des dangers presque. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde où la lenteur est connotée assez négativement. Et donc, slow, c'est lent en anglais. La traduction littérale, c'est lent. Et donc, le fait d'utiliser ce terme, ça va faire qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que s'ils vont vers de la lenteur, déjà, c'est pas très sexy.
Et ensuite, ils vont perdre quelque chose. Ils vont forcément y perdre. C'est-à-dire que les gens vont avoir le réflexe de tout de suite voir ce qu'ils vont perdre au lieu de voir ce qu'ils vont y gagner. Et en plus, dans ce qu'ils imaginent qu'ils vont perdre, du plaisir, du résultat, de la valorisation, etc., ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'il faut déjà aller avoir un peu plus loin le sujet pour le comprendre. Donc, c'est vrai que l'utilisation de ce terme, le mauvais côté, c'est ça, c'est les préjugés qu'il peut y avoir avec ça. Et je dirais que les limites ou les dangers, ce serait peut-être de partir à l'inverse et d'en faire une injonction, c'est-à-dire chercher la perfection là-dedans et se mettre finalement la pression, enfin tu vois, lever la pression qu'on a à être dans l'hyper production, hyper consommation, hyper croissance, pour se mettre la pression sur être le plus slow possible. Et pour moi, c'est pas un but en soi. C'est des guides, c'est des lignes tu vois, des piliers à suivre. Il y a toute une philosophie et des méthodologies derrière qui sont là pour faciliter l'adoption de ça. Mais l'enjeu n'est pas d'être absolument parfait tout le temps là-dessus. Sinon, tu retournes dans la pression inverse et ça sert à rien. Le but du slow, c'est de lever la dose de stress aussi. Donc, à partir du moment où tu y vas trop profondément, que ça te génère du stress, c'est plus bon. Et par rapport, et si on revient un petit peu à notre discussion du début de l'épisode, eh bien, il y a ralentir et il y a adopter une slow life, par exemple, ou le slowpreneuriat, et puis il y a vraiment le faire sans culpabilité, en fait. Ouais. Et comme tu le disais, le but, c'est de ôter du stress, de la pression. On parle de stress chronique, de l'anxiété, etc. Si derrière, effectivement, on se flagelle intérieurement et on culpabilise, même si on l'a fait dans les lignes et que ça se voit qu'on est slow, mais qu'au final, au fond de soi, on l'est pas tant que ça et que ça rumine à fond, en fait, on n'incarne pas et on récolte pas les fruits non plus de tout ça. Et c'est exactement ça. C'est un vrai frein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culpabilité qu'on peut ressentir quand on décide de ralentir, moi aujourd'hui, c'est l'un des plus gros challenges que j'ai vis-à-vis des gens que j'accompagne. Parce que forcément, quand tu as des indépendants, des entrepreneurs qui font le choix d'entreprendre en slow, ça veut dire qu'ils font le choix de développer des entreprises, d'atteindre leurs objectifs et leurs ambitions sans souffrir pour ça. C'est ça que ça veut dire. Et ça vient tellement à l'encontre des croyances hyper ancrées depuis très longtemps que il faut mériter ses réussites, qu'il faut travailler dur pour réussir, avoir mal, qu'il faut faire des sacrifices. Ouais, exactement. C'est-à-dire que la réussite est une récompense par rapport au niveau de souffrance qu'on a eu. Ce qui est dans les faits est faux. C'est-à-dire que, on connaît tous des gens qui cravachent comme pas possible, qui mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et qui n'ont pas de résultat. Donc ce n'est absolument pas, c'est vraiment une croyance, mais pas une règle réelle. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que la vie se passe. C'est pas plus tu donnes d'efforts et plus tu augmentes tes chances de réussir. C'est ce qu'on voudrait croire, mais ce n'est pas la réalité. Donc forcément, quand tu décides de ne pas suivre ces croyances-là, mais plutôt te dire, en gros, ce qui va potentiellement me donner le plus de résultats, c'est de travailler intelligemment, de choisir les choses, de faire les bons choix, d'aller à la simplicité, d'aller à appuyer sur mes talents, et donc de ne pas souffrir dans le processus. Et bien ça génère beaucoup de culpabilité parce que c'est à l'inverse de tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit. Tout ce qu'on nous apprend, mais aussi des choses que l'on a vraiment vécues. Parce que tout à l'heure, on parlait de plasticité cérébrale. Ça veut dire qu'on peut changer ses schémas de croyances comme tu en parlais. Mais pour les changer, pour que notre cerveau en soit 100% convaincu, il faut pouvoir le vivre et en voir les vrais résultats. À savoir vraiment ralentir et vraiment voir qu'on ne perd pas au change. Or, depuis notre enfance, je ne sais pas si c'était le cas pour toi, mais je pense que pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'était le cas, c'est tiens un petit peu d'argent parce que tu as eu des bonnes notes à l'école, tu as eu un super carnet, un bulletin de notes, tiens un petit peu d'argent, tu as été sage, donc tu as le droit au dessert ou tu as le droit d'aller t'acheter des bonbons. Donc en fait, c'est encore une fois, c'est parce que tu as réussi quelque chose que tu as le réconfort. Et donc, finalement, ça rentre exactement dans le schéma de pensée que l'on a aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir
contrebalancer tout ça et tout revoir, il faudrait presque se dire, en fait, non, tiens, un bon bec, tu n'as pas eu une bonne note particulièrement, tu t'es pas forcément particulièrement super bien comporté, je dis pas que t'as été un mauvais enfant, mais t'as pas souri bêtement, je ne sais quoi, il n'y a pas eu de choses incroyables pour que tu aies le droit à cette récompense, en fait. Ouais, puis c'est vrai que je pense aussi que si on regarde bien, on a eu plein d'exemples dans notre vie. Tu vois, c'est vraiment une question de où est-ce que tu mets le focus, c'est-à-dire que on a tous vécu des moments où on a donné beaucoup d'efforts et on a échoué et on n'a pas eu de résultat. Donc on nous fait croire, parce qu'effectivement à l'école on nous dit si tu n'es pas bon dans un truc, il faut que tu travailles plus et ça va venir. Tu vois, donc il y a vraiment cette idée de même si c'est difficile, plus tu travailles, plus tu t'y mets. Et donc plus tu vas vers des choses qui sont inconfortables et plus ça va plus ça va te donner des résultats. Alors ça peut arriver, c'est-à-dire que c'est une méthode faisable, mais ce n'est pas une garantie. C'est-à-dire que il y a aussi plein de fois où et ces fois-là l'échec est d'autant plus difficile à accepter, où on va fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur la durée, et pourtant on n'a toujours pas de résultat. Et là, dans ce cas-là, c'est extrêmement frustrant, et c'est là que l'échec est très difficile à vivre, parce que on nous a tellement dit, si tu bosses, si tu fais ce qu'il faut, tu auras des résultats, que quand ça n'arrive pas, il y a aussi un phénomène de sidération, mais attends, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait mal, puisque j'ai suivi tout ce qu'on m'a dit de faire, j'ai donné beaucoup d'énergie, d'efforts, etc., mais le résultat n'est pas là. Et cette impression qu'on peut avoir, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, mais oui, mais si jamais c'est pas assez dur, je savoure pas assez le résultat. Et en fait, je pense que c'est effectivement, plus on met d'efforts dans quelque chose, et plus on a besoin que le résultat soit là. Plus ça devient important que le résultat soit là, parce que on a besoin d'une contrepartie à toute parfois ces sacrifices et cette souffrance qu'il y a derrière les efforts. C'est pas toujours le cas, ça dépend des sujets évidemment, mais on a besoin quand même que ça marche. Et donc plus cette période elle est difficile, et plus on a besoin que le résultat soit à la hauteur. Et donc des fois on va aussi avoir du résultat qui était l'objectif de départ, mais on a tellement souffert dans le processus qu'on est là, ouais. Tu vois, ça ne vient pas faire la balance. On ne savoure plus, en fait. On est tellement crevé, tellement éreinté. Tellement... Mais en fait, c'est ça. Et en fait, notre cerveau, il fait le point. Il est là, ok, donc d'un côté, j'ai toute la souffrance que ça a engendré. Et de l'autre côté, j'ai la satisfaction que ça me donne, qui sont pourtant les objectifs que je m'étais fixés. Et en fait, je me rends compte que c'est pas à la hauteur. Donc, on en a aussi des exemples qui nous prouvent que ce n'est pas la difficulté du processus qui garantit le résultat. C'est juste qu'on en a plus besoin. Et que quand il arrive, effectivement, quand il est à la hauteur, on va être d'autant plus content qu'on a donné beaucoup d'efforts. Et quand il n'est pas à la hauteur, l'échec va être d'autant plus vif. Et en plus, si on fait de l'analyse un peu plus large et au global, finalement, le processus prend plus de temps que le résultat. Donc finalement, même si on a du plaisir au résultat, c'est-à-dire un instant T qui dure peut-être quelques minutes en fonction de ce que c'est le résultat, ou quelques jours ou quelques semaines, mais le processus derrière, lui, qui a peut-être duré une journée, voire 6 mois, voire 5 ans, la souffrance engendrée par le processus ne vient pas compenser en fait le résultat, qui est un instant vraiment très précis, très, très instantané finalement. Et c'est là où on tend à entendre aussi, prenez plus de plaisir pendant le processus qu'au résultat, mais c'est aussi ce qui nous vaut derrière une balance énergétique et une balance plus positive en fait du projet en question. Ouais, mais c'est ça, on attend du résultat qui nous donne tout le plaisir. Mais sauf que le résultat, il est jamais garanti d'une part, et d'autre part, c'est pas forcément son rôle. Et comme tu l'as dit, souvent le processus est plus long que le résultat. Donc il faut qu'il y ait la balance. Et quand il y a la balance, on apprend petit à petit. Moi, je suis beaucoup là-dedans en ce moment. C'est-à-dire que maintenant, moins un résultat m'a demandé d'effort, et plus je le kiffe, tu vois. Et je suis passée vraiment de oh là là, j'ai besoin que ce soit un peu dur. Alors, je te parle de ça il y a quelques années, évidemment, avant mon burn-out, en l'occurrence. Plus c'est difficile, et plus je kiffe le résultat. Et j'avais cette impression-là. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quelque chose qui m'a donné un bon résultat, mais j'ai souffert dans le processus, ça va plus me gâcher le moment. Alors que quand j'ai des résultats, et en plus, j'ai pris du plaisir tout le long, j'ai été vers ce qui était facile et simple pour moi, et en plus ça me donne des résultats, mais
c'est tellement plus puissant, quoi. Ben, tu vois, moi, me concernant, mon schéma, c'est si effectivement j'arrive à atteindre l'objectif rapidement, depuis une petite tâche, hein, mais j'ai réussi à l'atteindre, et si en plus il satisfait potentiellement la personne qui m'a aussi demandé ce résultat-là, mais que derrière j'ai trouvé ça simple, rapide et simple, bah, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Je sais pas, non, il y a un loup quelque part, c'est pas normal Bien en sûr. fait. Oui, Effectivement, parce qu'il n'y a pas cette notion de ça prend du temps, ça fait souffrir, tu as eu besoin de faire plein de choses pour mettre en œuvre plein de choses pour pouvoir atteindre le résultat. Je dis, c'est bizarre, c'est pas normal. Ou c'est comme ça qu'on des fois on se met la barre hyper haute parce que tant que ça reste simple, on se dit, mais c'est pas ce qui est attendu en fait. Voilà. Exactement. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand on obtient un résultat, en fait, tant qu'on n'a pas dépassé ces croyances-là, que il faut travailler dur pour réussir, qu'il faut mériter sa réussite alors la réussite, c'est obtenir un résultat, hein, c'est pas forcément la réussite au global dans sa vie, mais tant qu'on n'a pas dépassé ces croyances-là, et c'est vrai que moi aujourd'hui c'est le cas, donc c'est plus facile aussi pour moi, mais c'est un passage obligé d'aller comprendre que c'est vraiment de comprendre l'origine de ces croyances, sur quoi elles sont bâties, et de se décider que du coup, en fait, ça n'a aucun sens, et voilà, ça prend un petit peu de temps, mais c'est indispensable pour effectivement ne pas se retrouver à se dire, mais attends, j'ai obtenu le résultat là, mais c'était trop simple, j'ai dû rater un truc. Bah non, t'as obtenu le résultat qui est sans doute de qualité parce que en fait, t'as fait des choses que tu savais faire et que ça a été simple parce que pour toi c'est facile. Point. Et c'est ça qui est à valoriser. Et en plus, tu vois, quand tu es pour revenir au sujet de l'entrepreneuriat, c'est ce qui fait qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de mal à se faire payer à la juste valeur de ce qu'ils produisent, la valeur pour leurs clients, parce que ça a été trop simple pour eux. Mais c'est normal que ça soit simple, ça fait appel à leur talent. Donc c'est logique en fait, c'est hyper pragmatique, mais c'est normal que quelque chose que tu sais très bien faire, tu le fasses de manière plus simple et plus fluide au fur et à mesure, d'autant plus si tu pratiques au bout d'un moment. Et les gens et tes clients, ils s'en foutent de ça. Mais là, on vient toucher encore à un autre sujet qui est complémentaire, mais la notion de talent. Qui sait de nos jours, aujourd'hui, vraiment identifier ses propres talents? Parce qu'on a l'impression que ce que l'on sait faire, ce qui nous est confortable, c'est la norme de tous. Ouais, voilà. Il faut demander aux autres. Et donc, du coup, derrière, c'est compliqué de valoriser, etc., ces choses-là. Mais c'est encore autre chose, mais ça... Mais au contraire, on a tout intérêt à identifier et à exploiter nos talents parce que les gens ont envie... Moi, j'ai pas envie d'aller me faire... Moi, par exemple, si j'ai besoin de me confier à une amie, je vais aller vers celles qui ont un talent pour écouter sans jugement. Je vais pas aller me confier à la copine qui, à chaque fois que je raconte un truc, me contredit, n'a pas envie d'écouter et va me dire au bout de 10 minutes que ça la saoule parce qu'elle sait pas faire. C'est-à-dire que c'est là où on se plante en se disant mes talents, je dois pas en avoir tant que ça. Bien sûr que si, on en a tous. Mais on a tout intérêt mais c'est aussi une façon de prendre soin de soi, en fait, tu vois. Passer ses journées à faire des tâches qui exploitent nos talents plutôt que passer ses journées à faire des tâches qui nous sortent de notre zone de confort parce que c'est ce qu'on nous demande de faire et c'est ce que font les autres, c'est un des principales sources de mal-être et de burn-out. Oui, mais Laure, plus que le temps de travail. Il faut, et la société, la nouvelle société de développement personnel nous dit, il faut être la meilleure version de soi-même, vois-tu. Oui, mais la meilleure version de soi-même, c'est pas se changer, hein. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord, mais je pense que c'est mal interprété, et on se dit, il faut qu'on arrive à se transformer et repousser toujours davantage notre zone de confort. Et ça peut être intéressant d'aller titiller notre zone de confort, de savoir où elle se situe aujourd'hui à l'instant T, et puis apprendre. Je pense que nous sommes des êtres d'évolution, on a ce besoin d'apprendre, on a notre cerveau qui est conçu pour ça. Mais effectivement, derrière, je pense qu'on veut trop surpasser les choses. Et on n'est pas assez sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui déjà. On est très conformiste. Ouais, mais c'est ça. On n'exploite pas assez notre zone de confort. Et puis, on est très conformiste, c'est-à-dire que, tu vois, le besoin d'appartenance qu'on a et qui est un besoin humain qui est hyper fort parce qu'on est des êtres sociaux, fait que... si tu te rends compte que la majorité des gens autour de toi maîtrisent telle compétence, tu vas avoir tendance à dire il faut que je sois comme eux. Ou mieux.
Ou mieux, bien sûr, mais du coup, ce sont des choses qui vont peut-être être complètement en dehors de ta zone de confort et ça va peut-être devenir un peu plus simple avec la pratique, mais si déjà ça ne correspond pas à ton mode de fonctionnement, ça sera toujours en dehors de ta zone de confort. C'est-à-dire qu'il y aura toujours plus d'énergie dépensée et de l'inconfort et du stress généré par rapport à l'application de ces compétences. Alors que finalement, les autres, peut-être qu'ils s'en foutent que tu saches faire comme eux. Et peut-être que ce qui va faire que tu vas intégrer le groupe, c'est parce que tu vas leur apporter quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est ça dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on a tout intérêt à prendre soin de notre individualité, notre singularité, ce qui fait qu'on est nous, ce qu'on fait différemment des autres, pour servir au mieux la communauté, en fait. Pour compléter, en fait. Ben, c'est ça, pour être dans la complémentarité, plutôt que d'être tous globalement moyens sur les mêmes choses, et de ne pas avoir pris du temps à monter en compétences et en pertinence sur ce qui est fluide pour nous. Mais j'entendais donc Nicolas Agnon, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un explorateur aussi du développement personnel, etc., et qui a dit une phrase dans un podcast, il le résume très bien, où il dit, à l'école, on nous demande, on s'en fout, tout le monde s'en fout qu'on ait 30 sur 20 en maths. On nous demande d'avoir 10 partout. Donc on n'est pas du tout éduqué à effectivement identifier et monter en compétence sur nos talents. On est éduqué à se conformer à des compétences globales. Et quand on rentre dans un métier, on demande à ce qu'on ait les mêmes compétences que les autres gens dans notre métier. Et on n'est pas habitué à oser dire, écoute, moi dans mon métier, ce que je fais le mieux, c'est ça. Donc, je vais me spécialiser là-dessus. En tout cas, c'est ça que je vais le plus travailler. Et c'est ça qui va apporter le plus de valeur et c'est ça que je vais plus vendre. Et tant mieux si c'est facile pour moi. C'est parce que c'est facile pour moi que ça donne la meilleure qualité. Donc, c'est en ça que ça contribue mieux aux autres, tu vois. Et donc, selon toi, la manière d'identifier ses talents et ses zones de fluidité, en fait, ce serait de demander aux autres? Alors, soit tu observes, tiens, dans tout ce que je fais, quelles sont les choses pour lesquelles, justement, tant que tu es dans ces croyances-là, tu vois, de méritocratie, etc., tu peux te demander, qu'est-ce que je fais où ça me semble trop simple? Et ça me semble trop simple, je vois bien que j'ai du résultat, bon, les gens ont l'air contents, mais limite, j'ai des scrupules à être remerciée ou à recevoir de la reconnaissance pour ça, parce que vraiment, pour moi, ça me demande aucun effort. Ça, c'est un bon indicateur. Je précise quand de l'autre côté les gens sont contents, c'est-à-dire que c'est pas le truc ça m'a l'air simple et puis en plus les gens sont pas contents. Non, là c'est juste que t'as pas effectivement tu n'as pas creusé assez. Donc ça peut être une première chose. Te demander aussi dans toutes ces choses-là qu'est-ce que tu aimes faire. Si jamais tu devais te former et monter encore en compétence sur une chose que t'as l'impression déjà de savoir faire et que tu pourrais exploiter, ça serait quoi? Et puis si vraiment tu trouves pas, c'est effectivement demander aux autres, c'est quoi ma spécialité à moi? C'est quoi Donc demander aux autres et après une fois que les gens on te donne des choses, il faut quand même repasser le filtre mais est-ce que moi j'aime ça? Est-ce que c'est vraiment simple pour moi? Parce que des fois, à force de pratiquer certaines choses qui sont pas confortables pour nous, qui sont pas des talents, mais l'expérience fait qu'on peut devenir excellent dessus, d'accord? Donc peut-être que pour les gens ils vont se dire mais ça tu fais hyper bien. Mais si toi tu te dis ouais mais par contre ça me fait chier à chaque fois, ça me demande une énergie folle, etc. C'est pas un talent. C'est juste que tu as monté en compétence. Tu es devenu à un très bon niveau de compétence sur ça. Donc, c'est un vrai biais. Tu fais bien de le mentionner, parce que des fois, oui. On va tellement loin dans l'expertise, il faut faire mieux justement dans telle chose, qu'on est reconnu pour ça, mais c'est pas forcément derrière ce qui nous anime. On est reconnu pour ça, mais si jamais c'est pas un talent, et surtout si c'est je dirais quelque chose qui, au-delà de ne pas être un talent, n'est pas confortable pour nous et qu'on n'aime pas particulièrement, ça va être très énergivore. Et à chaque fois qu'on va le faire, c'est stressant. Donc si on se dit, c'est ça que je mets en avant, et c'est souvent ce qu'on fait, je sais très bien faire ça, les gens le demandent, donc je vais là-dessus. Et ça, c'est de la souffrance au quotidien. Est-ce que du coup, l'une des possibilités, ce serait de remonter un petit peu, de se poser ces questions-là, mais peut-être avant d'être trop adulte, où on a commencé vraiment à prendre conscience d'une notion de société et de conformisme et d'aller plus loin, toujours plus loin. Quand on est un peu plus enfant, on est plus innocent et on a déjà des talents en fait qui s'expriment. Peut-être que c'est dans ces périodes-là où aussi on peut essayer de remonter ou demander à nos parents ou des anciens amis. Ouais, ça peut être ça. Puis au-delà de l'enfance, même à l'adolescence, tu vois. Par exemple, je vais donner des exemples concrets.
Moi, j'étais assez douée à l'école sur tout ce qui était rédaction, et il y a une matière que j'ai adorée, et là où j'étais vraiment très bonne, et j'ai découvert ça, c'était la philosophie, tu vois. Et je me disais juste, ouais, c'est parce que ça m'intéresse. Et en fait, non, c'est parce que et ça c'est quelque chose que j'ai compris plus tard, dans mes talents, il y a cette capacité d'entendre les arguments de l'autre et de contre-argumenter en fonction de ça. Tu vois, j'adore le débat, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est pas une question d'avoir tort ou raison, c'est cet exercice de écouter l'autre, prendre la matière que te donne l'autre et toi apporter quelque chose en fonction de ça. Et ça, c'est quelque chose qui me sert aussi dans mon travail avec mes clients. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'accompagner quelqu'un qui a n'importe quelle réalité de vie, par exemple, ou n'importe quel métier. C'est parce que c'est pas que je connais tous les métiers et toutes les réalités du monde. C'est juste que je passe toujours par une phase de questionnement. Ça me donne toute une liste de paramètres et je me dis, OK, bah, les paramètres de la personne, c'est ça. Donc, voilà la réponse adaptée que je propose. Et ça, tu vois, c'est même pas forcément un talent qui a un nom, mais ça m'a servi en philosophie. Ça me sert quand j'ai un échange, quand j'ai un débat. Ça me sert avec mes clients, etc. Donc, c'est peut-être se demander vivement dans quoi j'étais douée et quel est le processus derrière, par exemple. Et du coup, bah, dans quoi ça me sert. Et il y a plein de façons dont ça peut servir, tu vois. Il y a plein de domaines d'activité. Par exemple, moi, c'est intéressant aussi de regarder ses défauts. C'est quoi ses défauts? Parce que toute qualité et tout défaut, finalement, c'est une même pièce à deux faces, d'accord? Bah, moi, aujourd'hui, un défaut qu'on m'a beaucoup dit et qu'on me dit encore aujourd'hui, c'est t'es trop bavarde. Ouais, mais cette facilité de prendre la parole, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de prendre la parole même en public, même sur une scène, sans en ressentir de stress particulier. Donc, c'est pas forcément pour ça que tous les bavards sont à l'aise en public, mais c'est quelque chose qui me demande pas d'effort. Donc, je le mets au service de mon business. Et je le mets au service des causes, en tout cas, qui me tiennent à cœur. Donc, c'est intéressant de regarder les défauts et est-ce que ce défaut, il n'a pas aussi un bon côté? Nous, on stigmatise encore ce terme-là, mais en final, ce sont juste des traits de personnalité. Et puis, c'est une question de contexte. Qui ont été peut-être effectivement en fonction du contexte et en fonction de l'intensité dont ils sont exprimés, qui parfois vont plus ou moins desservir une personne, une situation ou un collectif, mais c'est pas forcément, encore une fois, le mal et le bien, il n'y a pas l'ange et le démon, quoi. Non, mais en fait, c'est des traits de comportement, c'est ça, c'est des traits de comportement qui sont neutres à la base, et en fonction des circonstances et du contexte, bah, c'est un défaut ou c'est une qualité. Donc, non, on peut aller creuser dans ces choses-là, et puis ouais, vraiment, qu'est-ce qu'on fait de manière simple, fluide? Les gens sont contents de ce qu'on produit, on prend du plaisir. C'est quoi un peu le processus derrière pour voir si on l'exploite pas aussi dans d'autres tâches? Et puis demander aux autres si vraiment on sait pas demander, et puis se dire, OK, on m'identifie comme étant particulièrement doué pour ça. Est-ce que moi, ça me plaît? Est-ce que effectivement c'est quelque chose qui est simple, fluide et plaisant pour moi? OK, ben là, on a un talent. Bien, alors maintenant qu'on a fait le point sur un peu les définitions, je te propose de passer au chapitre suivant, qui est le passage à l'action. On passe du mode surproductif au mode slow. Et j'aimerais bien que l'on parle qu'on aborde ce chapitre au travers de ton histoire, comme ça on apprend un peu plus à te connaître et aussi à voir quels sont les déclics que tu as pu vivre, qui ont pu te permettre de passer, j'imagine, d'un mode en tout cas ancestral de surproductivité, peut-être ou pas surproductivité, mais en tout cas de productivité, à aujourd'hui aussi monter ta entreprise autour de la slow boîte. Donc j'imagine que tu l'appliques et je sais que tu l'appliques chez toi, dans ta vie. Donc déjà, peut-être pour remettre un petit peu de contexte, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé en toi, dans ta vie, pour passer de la Laure avant ma slow boîte à la Laure d'aujourd'hui? Oui, alors très simplement, j'ai été pendant très longtemps dans tout ce que, évidemment, je dénonce aujourd'hui. J'ai été en plein dedans pendant des années. J'ai été pendant une dizaine d'années dans le milieu de la communication, du commercial, etc., en tant que salariée. Et j'étais convaincue, parce que c'est ce qu'on m'avait toujours dit, c'est les modèles que j'avais eus. J'étais très convaincue de ce schéma de il faut travailler dur pendant des années et puis tout donner, et tant qu'on a de l'énergie, tant qu'on est jeune, pour gravir les échelons et puis pour avoir un bon poste, pour être reconnu, pour être valorisé, d'autant plus en tant que femme. Et donc j'ai tout fait pour ça.
J'ai tout fait pour ça. Je travaillais énormément. Je faisais beaucoup plus que ce qu'on me demandait. Je n'avais pas tellement de reconnaissance pour ça, d'ailleurs. Et donc, petit à petit, tout ceci, le temps de travail, plus le manque de reconnaissance, plus le fait d'être vraiment sur beaucoup de choses qui étaient en dehors de ma zone de confort au quotidien, ça a fait que j'ai fait un burn-out en 2017. Et j'avais toujours eu l'idée de me mettre à mon compte, mais pour moi, c'était plus vers la quarantaine, tu vois. Je sais pas pourquoi. Et puis je me disais, bah oui, je vais passer beaucoup de temps en agence, et puis après, je monterai mon agence. Enfin, c'était un peu ça mon truc. Puis là, finalement, ben, j'avais 30 ans. J'avais 31 ans, et je me suis dit, ok, c'est maintenant que je me lance en freelance. Et en même temps que je me suis lancée, je suis tombée enceinte. Et ça, c'est vraiment la chose qui m'a... En fait, pour moi, par contre, une fois que je suis tombée enceinte, je me suis dit, mais c'est hors de question. Même si je voulais déjà ralentir, évidemment, un peu par rapport à ce que je faisais avant. Moi, je ne voulais pas travailler les soirées week-end, en fait. Ce qui était une habitude que j'avais prise. Et j'avais encore cette idée de quand on est à son compte, ben, on travaille le soir, le week-end, on compte pas ses heures, etc. Donc, je me disais, je vais gérer mon planning. C'était ça que j'y gagnais par rapport à être salarié. Mais je m'étais pas dit, je vais bosser 25 heures par semaine comme je suis aujourd'hui. J'étais très loin de tout ça. Mais bon, je me suis dit, bon, bah, il va falloir faire en fonction. Et donc, j'ai eu mon premier fils et très rapidement, bah, tu vois, le combo de découvrir la maternité et développer un business, je travaillais effectivement moins, mais je ne travaillais pas encore mieux. Donc, j'étais extrêmement stressée, je prenais du retard, j'avais beaucoup de mal à me concentrer, j'étais fatiguée, je faisais des crises de nerfs à m'effondrer par terre. En fait, j'étais complètement paumée et surtout, je reconnaissais des signaux assez forts de ce que j'avais pu vivre en burn-out. Donc, je me disais, là, je suis en train de replonger dedans. Et honnêtement, ça a été une question de survie, quoi. Je me suis dit, mais je peux pas retourner là-dedans. En plus, j'ai un enfant, quoi, donc je peux pas me permettre d'être de nouveau si mal. Et le plus simple pour moi à optimiser, ce qui m'a semblé le plus simple, ça a été le boulot. Je me suis dit, après tout, je suis à mon compte. Donc, je fais ce que je veux. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de travailler. Donc, à l'époque, je travaillais à peu près 35 heures par semaine. Il faut que j'arrive à faire mon taf dans ces choses-là. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire comment je peux simplifier. Comment je peux réadapter mes méthodologies de travail pour non pas juste comme je faisais avant, c'est-à-dire dupliquer ce que j'avais appris tout le temps et les refaire en me disant mais comment je peux rendre ça plus confortable, plus facile pour me soulager du stress. Tu vois, je recherchais le confort, ça c'est trop stressant. Mon client a besoin de ça, mais le processus il est trop stressant pour moi. Comment je peux faire autrement? Et donc je suis partie dans cette recherche-là et assez vite en fait, vraiment assez vite. Quand je dis assez vite, c'est au bout d'un mois de recherche de ça, je sentais déjà une nette différence. Et surtout, là, je me suis rendu compte que ça me donnait de meilleurs résultats. Et ça, j'ai fait, attends, on a passé des années à me dire qu'il fallait faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'était comme ça que ça marchait. Et là où, quand je me pose pour la première fois de ma vie la question de, non, mais moi, comment je peux me rendre les choses plus faciles, non seulement ça me donne pas un moins bon résultat, mais en plus, ça les améliore. Et là, j'ai compris qu'il y avait un truc. Je me suis dit, mais en fait, on m'a menti, quoi. J'ai vraiment eu ce côté, c'était une période de, mais c'est foutu de moi, quoi. Et du coup, ça m'a permis de comprendre que tout ce qu'on dit là sur il faut sortir de sa zone de confort, il faut travailler dur pour réussir, mais c'est du bullshit en fait. C'est pas ça que je suis en train de vivre. Et donc ça, si tu veux, cette prise de conscience là, bah, ça m'a donné envie d'y aller encore plus profondément. Donc ça, j'ai commencé à faire ça en 2019. Et puis en 2020, on a eu le confinement. Et au premier confinement, donc j'avais mon fils qui avait un peu moins de 2 ans, et donc il était avec nous à la maison. Et il a fallu qu'on travaille avec lui à côté. Et bah, il avait un peu moins de 2 ans, hein, donc il n'avait pas d'école, lui. Enfin, tu vois, on était sur un bébé qu'il fallait occuper. Et donc, on s'est réparti les tâches avec mon conjoint et on a fini le confinement où on ne bossait plus chacun que 2 heures par jour. Et là, je me disais, mais en 2 heures, c'est quoi les choses les plus essentielles? J'ai 2 heures là, qu'est-ce que je peux le faire le plus impactant pour mon boulot? Et donc là, j'ai commencé à découvrir la notion d'essentialisme. De déjà s'assurer que tout ce qu'on fait nous permet bien d'avancer vers nos objectifs, etc. Donc, et au milieu de tout ça, j'ai découvert le terme soloprenariat qui regroupait tout ça et que j'ai adopté définitivement. Donc, c'est vraiment le hasard de la vie et la maternité qui a fait, par besoin, par nécessité, qui a fait que je suis allée à contre-courant parce que je me disais, j'ai pas le choix, sinon je vais refaire un burn-out. Et en allant à contre-courant, je me suis rendu compte qu'en fait, ça améliorait non seulement mon état, mais en plus mes résultats.
Et donc là, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on continue à travailler comme des débiles là, à se jouer la vie, à pas remettre ça en question en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de dédier mon boulot à ça. Ce côté, il faut qu'il y ait d'autres discours qui soient entendus parce que aujourd'hui, la réalité de beaucoup d'indépendants et de beaucoup de travailleurs aussi en sens large, c'est que comme on nous répète beaucoup que ça va être dur et que ça va être long et qu'il va falloir faire des sacrifices et qu'il n'y a pas du tout d'autres discours, ben forcément, les gens, ben, ils intègrent ça et ils vont tout mettre en place pour que ça soit la réalité. Ce qui va venir nourrir le mythe, tu vois. Ah ben oui, mais regarde, on voit bien que c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, j'ai envie qu'on arrête de nourrir le mythe, en fait. J'ai envie qu'on arrête qu'on propose d'autres discours, d'autres modèles de réussite, d'autres manières de faire, plus slow, pour que n'importe quel indépendant qui se lance demain puisse se dire, j'ai plusieurs options. Je peux y aller comme un gros bourrin parce que j'ai envie que ça aille vite et j'ai besoin d'une croissance ultra rapide, etc. Je sais que c'est pas la seule possibilité que j'ai, mais c'est le choix que je fais. Ou alors, je peux entreprendre de manière slow, ce qui va pas m'empêcher d'avoir des ambitions, mais qui va m'assurer que je construis un business qui va respecter mon cadre, la vie que j'ai envie de vivre au quotidien, et qui va me respecter en tant qu'être humain, et j'ai le choix, parce que j'entends suffisamment de discours des deux côtés pour savoir que j'ai un vrai choix. Et c'est ça le but, en fait. Donc voilà un petit peu moi, par quoi je suis mon parcours et comment je suis passée par là. Et c'est pas par idéologie, en fait, à la base. C'est juste... oui, c'est par nécessité, en fait. C'est par nécessité. Ouais, c'est ça, nécessité. J'ai tenté un truc, et là, j'avais pas de culpabilité ou quoi, parce que j'étais tellement dans un besoin fort, si tu veux, que je n'ai pas eu d'autre choix que de penser à moi. Et la prise de conscience qu'en fait, parce que c'est-à-dire que c'est un risque, hein, je me disais, mais ça se trouve, ça va planter mon business de faire comme ça, tu vois. J'étais pas du tout sereine. Mais je me disais, là, il faut que j'essaye, parce que de toute façon, ce dans quoi je suis, ça ne marche pas. Donc, il faut que j'essaye autre chose. Et de me rendre compte qu'en plus, c'était bien mieux sur tous les plans, et qu'on n'en parle pas. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Et puis après, pendant toutes les années qu'on suivit, j'ai plus travaillé sur démonter mes croyances et puis la culpabilité, etc. Donc ça, c'est un cheminement ce qui me permet de le faire aujourd'hui en étant mais pas du tout coupable de faire ça. J'ai pas du tout la sensation de voler qui que ce soit, de créer de l'injustice ou quoi que ce soit, parce que je gagne ma vie aujourd'hui de mieux en mieux en prenant... mon boulot ne me génère quasiment pas de stress aujourd'hui. Mais vraiment, c'est infime, c'est quelques périodes. Parce que commercialement, il y a un temps fort, etc. Mais en dehors de ça, je n'ai pas de stress provoqué par mon travail. Il y a plusieurs choses, moi, qui me sont venues quand j'ai écouté ton histoire. C'est la première, effectivement, quand tu parlais du mythe de l'entrepreneur avec les nombreuses heures de travail par semaine, travail week-end, etc. Mais en fait, ça rejoint une phrase que tu as dite tout à l'heure quand on parlait des croyances ou d'éducation, notamment dans le domaine scolaire, à savoir, tu as une mauvaise note, il faudra que tu travailles plus pour améliorer ce domaine-là. Mais il y a encore cette notion il faudra que tu travailles plus en termes de quantité et non pas que tu travailles mieux. Et donc, quand tu as parlé du terme d'essentialisme, qu'est-ce qui va vraiment contribuer là, à l'instant T, à atteindre mes objectifs et non pas de sorte de je vais remplir des heures, faire un petit peu de la procrastination pour me dire j'ai travaillé et donc je mérite. En fait, encore une fois, ça c'est une manière de travailler mieux, de concentrer ses efforts sur les bonnes choses, les petites pépites qui permettent de monter et gravir les échelons pour atteindre, pas pour être mieux, meilleur, mais pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et donc, effectivement, mais alors cette notion d'essentialisme, pour moi, elle rejoint un peu le minimalisme aussi, dans le sens où qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie ? Qui répond à mes besoins, qui me permet d'atteindre tel objectif, de réaliser tel projet. Mais encore faut-il, je pense que, j'imagine c'est peut-être ce que tu as abordé dans tes accompagnements, c'est quoi les objectifs ? Parce qu'en effet, des fois, on entreprend plein de choses, y compris dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres entrepreneuriat, je parle entreprise, ou dans d'autres facettes, d'autres projets. Et en fait, on ne prend pas le temps, on est tout de suite dans l'action. Et on ne prend pas forcément le temps d'établir concrètement les objectifs ou les sous-objectifs et derrière mettre en place les actions essentielles et non pas superflues qui vont nous prendre du temps, mais ça nous va bien parce que ça nous prend du temps, donc on travaille plus, donc c'est cool. Mais juste travailler mieux
et ben en fait, c'est vrai que sans les objectifs, on peut pas le faire. Donc j'imagine que tu dois, enfin, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est une étape effectivement préliminaire à bien identifier, ouais. Ah bah bien sûr, c'est surtout, on a l'habitude de se donner des objectifs boulot. Et du coup, on a des objectifs business, et puis après, on voit le temps que ça nous laisse pour le reste. On voit ce que ça nous laisse comme argent, comme temps, comme énergie. Et moi, la manière dont je travaille, c'est différent. C'est-à-dire qu'on part des objectifs de vie. Tu as envie de vivre quoi dans ton quotidien? Tu as envie que ta vie elle ressemble à quoi? Dans quelle échéance, etc. Tu ferais quoi? Tu fais quoi comme loisir? Tu as quel temps? Tu vois, tu as combien de temps pour le reste de la vie? Et à partir de là, on définit les objectifs business. OK, donc toi, tu as envie d'être disponible pour ta vie perso de à peu près tant de temps par semaine, donc c'est-à-dire que ton temps de travail, ça sera ça. OK. Tu as envie de vivre quoi au quotidien? Ça coûte quoi? Ça te demande quelle somme d'argent? Donc, tu dois dégager combien de revenus? Et puis, tu rajoutes les charges et tout ça, et du coup, ça permet de savoir quel chiffre d'affaires tu dois faire. Et puis après, évidemment, tu peux avoir des objectifs de chiffre d'affaires plus haut parce que tu veux développer ton business et donc pour faire, tu vois, de l'investissement. Mais je pars de ça. Et puis aussi, c'est quoi tes objectifs d'image? Tu as envie de renvoyer quoi comme image? Tu as envie qu'on dise quoi de toi? Tu as envie de ça. Et tout ça, c'est ce qui va définir les actions. Donc oui, bien sûr, on pose des objectifs, on pose le cadre, mais on part pas du business. On part de ce qu'on a envie de vivre au quotidien, de ses besoins à soi, et on voit du coup quels sont les objectifs business qui y sont liés. Et est-ce que tu pourrais peut-être concrètement là, nous plonger, nous faire plonger dans ta vie aujourd'hui? Ça ressemble un peu à quoi ta boîte à toi en termes de slowpreneuriat, je veux dire, ton organisation, tes choses essentielles qui permettent de contribuer à tes objectifs, tes aspirations, enfin voilà. Moi, mes objectifs aujourd'hui, donc par exemple, dans mes objectifs de vie, déjà, je veux pas bosser plus de 25 heures par semaine. Ça fait un petit moment maintenant que c'est comme ça. C'est non négociable, donc tout doit rentrer là-dedans. Je veux avoir encore de l'énergie pour être bien avec mes enfants. Voilà, j'ai envie de me sentir bien quand je suis pas au boulot. Et j'ai comme objectif aussi, qui est plus en termes d'image, j'ai l'objectif d'être identifiée comme porte-parole du mouvement slowpreneuriat, par exemple. J'ai envie en objectif de vie aussi, de pouvoir d'ici 2-3 ans investir dans une maison pour ma famille. Donc ça, tu vois, c'est un peu les objectifs de vie. Voilà, j'ai envie de pouvoir continuer à aller à la poterie chaque semaine. J'ai envie de pouvoir avoir du temps pour faire un peu de sport. Enfin, tu vois, ça c'est ce que mon boulot doit me permettre de faire. Et là, j'en suis à un stade aussi où j'ai envie de pouvoir déléguer des choses. Donc tout ça, c'est ce qui fait que ça va générer mes objectifs en termes de chiffre d'affaires. D'accord? Mon quotidien aujourd'hui, ma slow boîte, il y a 3 branches. Il y a la partie accompagnement. Donc je fais soit sur du consulting individuel à l'heure, soit j'ai un programme d'accompagnement de groupe qui une partie en autonomie, puis moi je réponds sur une communauté, j'organise un live par mois, etc. Donc ça me prend pas énormément de temps. J'ai toute la partie transmission de mon métier. Donc là, c'est par cohorte. Ça veut dire que 6 mois dans l'année, toutes les semaines, je vois les étudiantes 2 fois par semaine pour leur transmettre ça. Puis les 6 mois restants, je les accompagne individuellement sur la définition de leur offre. Et puis le troisième volet, c'est le côté porte-parole. Donc là, c'est de la création de contenu. Aller faire ce que je fais avec toi aujourd'hui, tu vois, enregistrer des podcasts, démarcher des médias, etc., etc. Et je donne aussi encore un peu, mais c'est plus anecdotique maintenant, des cours dans des écoles du supérieur en gestion de projet. Ça me prend 4 mois de l'année où je vais avoir 1 ou 2 jours par semaine. Et finalement, le consulting, c'est à l'heure et je vais en avoir aujourd'hui peut-être 6-7 par mois. Donc plus c'est compte rendu, ça me prend 14 heures dans le mois. Mon programme d'accompagnement, ça me prend pour le moment 2 heures dans le mois le live et puis je sais pas, peut-être l'équivalent de 2 heures aussi sur réponse à la communauté. Donc les élèves que je forme, ça va me prendre 3h30 par semaine. Enfin, tu vois, finalement ça fait assez peu de temps. Donc la plus grosse partie de mon travail aujourd'hui, c'est de la création de contenu et de la stratégie et de l'organisation. Enfin, tu vois, de vraiment essayer de réfléchir à ça, etc. Mais finalement, je fais pas tant de choses que ça, et surtout les tâches que je fais aujourd'hui, ce sont plus que des tâches que j'aime faire. C'est-à-dire que quelque chose que j'aime pas faire, quelque chose pour lesquelles je suis pas douée, j'ai arrêté de le faire.
Donc, je me force pas à être sur TikTok, par exemple, ça me saoule. TikTok, j'y suis pas, j'y vais pas. Je, Au-delà de l'opportunité business, j'ai pas envie de me forcer à aller sur un réseau. Voilà. LinkedIn, j'ai mis du temps à m'y mettre parce que j'avais un très mauvais a priori. J'ai fini par essayer et je me suis dit, ok, je vais faire un test, voir si j'arrive à trouver un peu ma voie. Finalement, j'ai trouvé un moyen d'apprécier ça et c'est là-dessus que je vais cibler notamment les médias. Donc, c'est pas le même objectif que sur Instagram, par exemple. Euh, et puis, j'adore écrire, donc j'ai ma newsletter, mais tu vois, je me mets pas de pression sur la régularité. C'est à peu près une fois par semaine, et je mets pas toujours le même jour. En fait, je me suis enlevé tout ce qui pouvait me mettre de la pression. Euh, et même quand je fais un lancement, des lancements, des promotions, etc., c'est des périodes qui sont stressantes. J'ai ajusté le modèle jusqu'à ce que ça arrive à un modèle qui, moi, me génère le moins de stress possible, indépendamment de ce que font tous les autres. Je m'en fous un peu de ce que font les autres. Ce qui compte, c'est ma clientèle cible et moi. Et quel est le point de jonction entre les deux. Et donc, tu es aujourd'hui à 25 heures par semaine. Je ramène ça à un quotateur temps parce que, bon, je pense que c'est ce qui parle le plus, ce qui intéresse aussi beaucoup. Ces 25 heures réparties sur combien de jours? Pour le moment, sur 5 jours, mais de plus en plus sur 4. Mais c'est un volontaire, c'est que le mercredi, souvent, je mets tous mes rendez-vous perso, ou soit rendez-vous perso, soit si j'ai un déjeuner avec une copine, etc. Et je me suis rendu compte que globalement, le mercredi, je bossais pas tellement. Et après, une fois que tu as tes journées de travail, tu travailles la journée entière. Tu travailles pas forcément en rythme partiel ou... En fait, j'ai une j'ai une amplitude horaire qui est assez vaste. Globalement, je vais commencer à travailler le matin vers 9h15 et je vais m'arrêter à 17h15, mais je bosse pas, je prends une longue pause déjeuner, puis je me laisse, enfin, tu vois, quand je suis au coworking, des fois, on va discuter, on va prendre des cafés, etc. Quand je suis chez moi, des fois, je vais prendre des pauses, enfin, tu vois, je, j'ai une amplitude qui est plus large que le temps que je travaille et j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir une amplitude qui est large pour me laisser le temps de flâner. La créativité est là, hein. Enfin, pour être créatif, il faut avoir ce temps de rien, qui n'est pas forcément ne rien faire, mais juste laisser son esprit flâner, comme tu le dis, oui. Non, de rien, où je fais autre chose, ou voilà, où je prends le train pour la pause déj, ou en fait, j'ai besoin de ne pas me sentir pressée. Donc, si jamais je me dis, bah non, je travaille que 5 heures par jour, donc j'arrive à 10 heures et puis je repars à 16 heures en comptant une heure de pause déj, en fait, je vais me mettre la pression. Donc, en fait, je, je suis calée sur les horaires de crèche de mon fils c'est une crèche qui est adossée à mon coworking, par exemple. Donc, en fait, c'est ça. En fait, mon amplitude horaire, c'est mon amplitude par rapport aux enfants. Et là-dedans, je travaille à peu près 5 heures par jour. Donc oui, s'il y a des mercredis où j'ai beaucoup de rendez-vous, bah, je vais travailler un peu plus les autres jours, mais je travaille peut-être 6 heures, tu vois. Mais en fait, je sais pas, honnêtement, je ne prévois pas ma journée par bloc de temps. J'ai mes rendez-vous, je sais ce que j'ai à faire dans la journée, et puis je vois comment ça se passe. Et j'arrive à être productive comme ça. C'est ce qui me convient à moi après, hein. C'est-à-dire que ça va pas convenir à tout le monde et il y a des gens qui ne vont pas du tout, s'ils ont pas leur agenda avec chaque heure le truc à faire, ils vont pas y arriver. Mais moi, en respectant mon besoin de souplesse, c'est comme ça que ça marche. Oui, parce qu'en fait, des fois, les créneaux de temps permettent de se dire que ça va correctement rentrer, que en fait, les objectifs, la fameuse to-do list, elle est faisable. Et parce que, en fait, quand tu dis je sais ce que j'ai à faire dans la journée, il y a des personnes, et je m'y mets dedans, hein, je m'y inclus, tant qu'il y a des heures de dispo, bah, elles vont être remplies. Alors que j'ai fait le test, hein, et puis à la fin de la journée, le problème c'est qu'à la fin de la journée, aucune satisfaction, parce que tu as pas vraiment achevé la dernière tâche qui n'était de toute façon pas prévue au départ. Alors que j'ai déjà fait le test, moi, de dire, bah, aujourd'hui, la prio, c'est ces deux choses-là. Et même si je les ai finies en 3 heures, et ben, basta. Et en fait, quand je fais ça et qu'après le reste de ma journée je le fais à faire d'autres choses qui n'est pas forcément en lien avec mon entreprise mais avec d'autres projets que j'ai envie de faire dans ma vie, et ben en fait je me sens vachement plus satisfaite et accomplie parce que je me suis dit j'ai atteint ces deux prios même si j'ai pas rempli mes 8 heures dans le travail en fait.
Mais c'est là qu'il faut réussir aussi à être assez réaliste dans l'établissement de ces tâches. Et c'est là où je dis que toujours la notion de to-do list, elle est, encore une fois, c'est comme tout, c'est pas comme la notion de défaut ou qualité. C'est un outil qui peut être très précieux, mais faut pas que ça nous devienne un ennemi où on essaie de remplir toutes les heures de sa journée et C'est ça ça. déborde. Moi, j'ai plus de to-do list depuis quelques années. Mais après, je regarde le truc, mais j'ai finalement assez peu de tâches, hein. C'est-à-dire que ce qui me permet aussi aujourd'hui de respecter ce besoin de souplesse que j'ai, c'est que j'ai fait un gros tri. J'ai assez peu de tâches dans ma journée. C'est pour ça aussi que ça rentre et que j'ai le temps de papillonner, etc. C'est que euh, j'ai 25 heures de travail effectif par semaine, mais sur une amplitude qui est plus vaste. Et il y a même des semaines où je fais un peu moins, quoi. Enfin, quand j'ai fini ce que j'ai à faire, j'ai fini ce que j'ai à faire, et je suis très contente de pouvoir en profiter pour faire autre chose. Donc, euh, ça n'est possible que parce que j'ai fait ce gros tri et que j'ai toujours une manière de travailler essentialiste, c'est-à-dire que je me demande, pas à chaque tâche au quotidien, mais quand je dois rajouter une nouvelle tâche, je vais faire un test. C'est-à-dire vraiment, je vais me dire, bah tiens, ça c'est nouveau, je vais tester pendant tant de temps et je vais faire un point. Soit ça m'a apporté quelque chose, je le garde. Si ça doit prendre de la place, qu'est-ce que je dégage à la place? C'est-à-dire qu'est-ce que ça vient remplacer? Si jamais, ou qu'est-ce que je délègue peut-être? Tu vois, là par exemple, je disais, je vais déléguer parce que oui, comme je vais cette année, j'ai envie de faire beaucoup plus d'interventions, de conférences, de choses comme ça. Bah, forcément, ça va prendre de la place d'autres choses. Donc, je voudrais déléguer certaines choses sur mes accompagnements pour ne plus être la seule accompagnée, pour me libérer du temps. Donc, c'est des choix que je fais. Je ne veux pas agrandir mon temps de travail. Donc, si je veux faire des nouvelles choses, ben, il faut qu'elles viennent remplacer ou que quelqu'un d'autre fasse le travail à ma place. Et c'est vrai que, et puis de temps en temps, si jamais je sens de tiens, je suis en train de faire ça, attends, je suis pas sûre de ce que ça m'apporte. Est-ce que déjà je sais à quel objectif c'est relié? Est-ce que j'ai du résultat? Et puis si jamais je me rends compte, dans le doute en général, j'arrête, je supprime et je vois bien si ça servait à quelque chose. Puis dans ce cas-là, je reprends. Mais en général, quand j'ai ce doute-là, c'est que ça m'apportait pas grand-chose. Oui, mais en fait, c'est le minimalisme appliqué au travail. En fait, c'est cette robe, je l'ai pas mise depuis 2 ans, bah, je la donne, quoi. Exactement. Mais tu vois, un exemple concret, avant, parce que je suis pas mal sollicitée pour des gens qui veulent échanger, pour faire une visio, boire un café, pour voir s'il y a des synergies, etc. Blablabla. Avant, je disais toujours oui en me disant, bah, on sait jamais. On sait jamais, Le peut-être que FOMO. la personne, elle a un truc à proposer, etc. Non, mais même pas le FOMO, si la personne me contacte, elle a peut-être une idée derrière la tête. Et en fait, je me suis rendu compte que ces rendez-vous, dans la grande majorité, en fait, les gens n'avaient rien de particulier à me proposer, mais par contre, ils étaient très intéressés par mon sujet, pour eux notamment. Et en fait, c'est transformé souvent. Alors, soit c'était des gens qui n'avaient pas forcément besoin de ça, mais qui me racontaient surtout ce que eux ils faisaient. Et puis, bah, je racontais ce que je faisais, mais après, derrière, c'était bon, ben, c'était sympa, bon, ben, aussi au courant, mais en fait, au courant de quoi? Enfin, C'était un consulting gratuit, quoi. tu vois, mais même pas, il y en a, c'est même, alors qui essayent d'avoir du consulting gratuit, puis il y en a où juste ils avaient envie de me parler de ce qu'ils faisaient, mais si tu veux, on s'y est au courant, mais de quoi? Il y avait rien de concret derrière. Donc là, ça, j'ai arrêté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, soit il y a vraiment tout de suite une idée de collaboration, et dans ce cas-là, bien sûr, mais c'est déjà identifié. Soit les gens qui me proposent ça aujourd'hui, je leur explique, je leur dis, je ne fais plus ça, parce que ça me prend du temps et que je fais en sorte de préserver mon temps de travail. Maintenant, on suit nos contenus respectifs, et puis si un de nous deux a l'idée d'une collaboration, à ce moment-là, on en parle. Mais je le dis aux gens, et les gens, ils comprennent en plus, hein, ils sont là, ah, bah oui, ok, etc. Enfin, tu vois, je passe pas spécialement pour une mauvaise personne, mais j'ai arrêté de faire ça, parce qu'en fait, ça ne m'apportait rien du tout. Non, mais oui, c'est apprendre effectivement à faire du tri, et apprendre à dire non. Et c'est vrai qu'en fait, bon, typiquement, ce genre de comportement, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas entrepreneurs, enfin pas à leur compte, mais qui sont salariés, moi je l'avais mis en place, je l'avais mis en place ce comportement quand j'étais salariée, avant d'être à mon compte. Et j'étais dans une entreprise, et comme dans beaucoup d'entreprises, on souffrait d'une maladie qui s'appelait la réunionite aiguë. Donc voilà, on enchaînait des réunions sur des réunions. Et en fait, dès qu'on était invité à une réunion, bah, on disait oui, et puis on passait notre journée en réunion. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à dire toutes les réunions qui me sont proposées, auxquelles il n'y a pas d'ordre du jour écrit noir sur blanc,
je n'y vais pas. Pas d'ordre du jour, pas d'objectif, ça sert à rien. Toutes les réunions où il y avait par contre, du coup, après ce filtre-là, l'ordre du jour, mais que moi, mon périmètre de métier n'était pas requis de manière directe, mais peut-être indirecte, je disais, je n'irai pas, je lirai le compte-rendu. Si je faisais pas partie de l'équipe décisionnaire, en fait, je n'y allais pas. Je prenais en fait connaissance de la réunion par compte-rendu en 3 minutes. Et en fait, à partir de ce moment-là, mon agenda, il s'est, mais incroyablement... j'ai nettoyé, quoi. Il y avait presque plus de réunions, juste les essentiels, comme tu le disais. Et puis après, j'avais le temps de faire mes autres tâches. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus sereine, même en étant salariée. Donc cet état d'esprit, en fait, est applicable, est largement applicable dans n'importe quel type de métier, je pense. Mais bien, largement, complètement. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, il y a un très bon livre sur l'essentialisme qui s'appelle Essentialisme, tout simplement, et qui est écrit par Greg McKeown et qui utilisait, enfin, tous les exemples qu'il prend, c'est sur des salariés. Hein. C'est pas forcément que pour les entrepreneurs. Donc, c'est aussi réussir à expliquer à sa direction quel est l'intérêt pour l'entreprise de simplifier les choses et de dire non aussi. De dire non à beaucoup de choses, notamment en réunion. Et en fait, en tout cas, merci beaucoup, Laure, parce que c'est vrai que tu as, je pense, bien présenté ton sujet. Bravo, avec brio. Non, mais dans le sens où, en fait, même moi qui suis vraiment assez avertie sur ce thème-là, parce que je l'incarne, j'essaie de l'incarner de plus en plus dans ma vie de manière plus générale. Mais c'est vraiment important, je trouve, les différents points sur lesquels, les différents vraiment leviers d'action sur le côté slow et slowpreneuriat qu'on a abordé aujourd'hui, parce ça montre bien qu'il y a une notion de temps, effectivement, quand même, comme tu l'as dit, dans ta propre organisation personnelle, il y a quand même un objectif temps à ne pas dépasser, pour que ça puisse rentrer dans les objectifs de vie que tu t'es fixés, mais pas que. En fait, il y a surtout en fait le filtre de la notion de fluidité, de plaisir et d'envie, en fait. Et ça, je pense que dans le terme de slowpreneuriat, on l'a pas forcément, c'est pas très explicite. Tout de suite, on pense à la notion de temps. Et donc, du coup, forcément, dans les limites, un peu injonction qu'on peut y trouver, c'est si on y passe moins de temps, c'est qu'on est lent, c'est que c'est pas utile, c'est qu'on va pas gagner, en fait, suffisamment, on va tomber en faillite. Mais en fait, d'une part, ce n'est pas forcément parce que c'est travailler mieux, et surtout que c'est travailler dans ces zones de confort qu'on peut élargir, qu'on peut développer, mais il y a quand même cette notion de plaisir, de talent, de fluidité, d'envie, et forcément derrière de reconnaissance, parce que si on fait ça avec envie, c'est qu'on est bon, si c'est un talent, et forcément qu'on contribue derrière de manière positive. Ouais, mais bien sûr, exactement. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, tu me posais la question au départ des inconvénients de ce terme-là, et c'est ce que je disais. Oui, il y a encore beaucoup de préjugés là-dessus, mais plutôt que de décider d'utiliser un autre mot, déjà je sais pas lequel, d'utiliser un autre mot parce que le mot slow souffre d'une réputation, moi mon idée c'est non, on va garder ça parce que c'est ce que c'est. Tu réinventes la définition, c'est tout. Voilà. Non, je réinvente même pas la définition parce que le mouvement slow c'est exactement tout ça, et en fait c'est rééquilibrer, et c'est ralentir plus que être lent, donc c'est ralentir par rapport à un rythme qui va trop vite. Ma mission, c'est de faire en sorte que le mot slowpreneuriat ne soit suffisamment connu et compris pour ne plus être associé à un entrepreneuriat mou. Tu vois. Et écoute, ça marche pas mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le vois, ça fait 3 ans que je suis pleinement sur ce sujet. Et effectivement, il y a 3 ans, au-delà des personnes qui en avaient vraiment besoin, c'est-à-dire que les gens qui avaient fait des burn-out, côté jeunes parents, etc., c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de ralentir au boulot, le terme ne prenait pas écho. Aujourd'hui, ils trouvent écho, et creuser le sujet trouve écho auprès de dirigeants de PME, ETI, sur des publics, vraiment de dirigeants d'entreprise avec des équipes, etc. Donc, c'est un très bon moment pour ça. Parce que on parle aussi pas mal de semaines de 4 jours, etc. Donc, le monde de l'entreprise est en train d'ouvrir les yeux sur le fait que c'est toujours trop.
et c'est pas bon pour l'humain. Et ce qui est pas bon pour l'humain, c'est pas bon pour l'entreprise non plus. Donc, j'ai assez confiance dans le fait que le terme va finir par trouver ses lettres de noblesse et arrêter d'être vu comme quelque chose de mou et au contraire être beaucoup plus associé à quelque chose qui a du sens. C'est du bon sens en fait. Oui, alors moi qui suis très penchée sur la notion de questions environnementales, moi j'aborde le travail aussi, du coup le soloprenariat un peu comme l'écologie du travail, dans le sens où moins mais mieux, encore une fois. Alors il y a aussi tous les outils qu'on utilise, mais il y a le côté aussi moins mais mieux, parce que aujourd'hui il y a des entreprises, on est en surproductivité, mais c'est pour produire encore plus, mais produire plus de choses qui sont inutiles et qui polluent. Donc voilà. Bon, Laure, nous arrivons à la fin de cet échange, presque 2 heures. Du coup, je vais bientôt te libérer pour te laisser le temps aussi de faire d'autres choses si tu en as envie. J'ai juste quelques petites questions de clôture à te poser. Déjà, la toute première, pour que cet échange soit complètement équilibré entre nous, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter qu'on n'a pas forcément abordé, une question que j'aurais dû te poser, que tu t'attendais à ce que je te pose, mais que ça n'a pas été le cas, et que tu aimerais vraiment partager. Non, non, non. J'ai pas d'exigence là-dessus. Euh, non, écoute, je crois on a pas mal balayé le sujet sur les choses qui étaient importantes, de effectivement pas en rester juste à un temps de travail, comprendre que ça ne baisse pas la productivité et toute cette notion de capitaliser sur ses talents, sur sa zone de confort, c'est hyper important. Le stress, il n'est pas généré que par le nombre d'heures pendant lesquelles on travaille, il est beaucoup généré par ce qu'on fait sur ce temps-là, concrètement. Oui, parce que si on passe même 10 heures à être sur quelque chose qu'on adore, en fait, on le sentira pas passer. Et à l'inverse, tu bosses que 10 heures dans la semaine, mais par contre, tu as passé 10 heures dans la semaine à travailler que sur des trucs hyper inconfortables, tu vas te claquer. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, est-ce qu'on peut te retrouver si quelqu'un souhaite prendre connaissance de tes contenus, à la fois gratuits mais payants, tes consultings, etc., tes actualités, ta lettre, enfin ta newsletter Alors, là où je suis assez active, c'est sur Instagram et depuis donc @maslowboîte. Sur mon Instagram, dans les liens, il y a les accès justement à mes ressources gratuites qui sont assez concrètes, c'est-à-dire que c'est vraiment des outils pour commencer à avancer sur le slowpreneuriat. C'est pas un e-book pour expliquer ce que je viens d'expliquer là. Il y a aussi l'accès à mon consulting, à mon programme d'accompagnement. Donc, il y a tout ça sur les liens dans ma bio Instagram. Et sur Instagram, je vais vraiment parler à mon cœur de cible, donc les indépendants, les dirigeants qui veulent travailler moins et mieux, qui veulent améliorer leur confort de travail, etc. Je suis aussi assez active sur LinkedIn. Là, je suis plus sur le rôle de porte-parole vers un public extérieur, donc ça peut être intéressant aussi pour déconstruire certaines croyances, pour voir la place du slowpreneuriat dans le monde du travail aujourd'hui. Et puis, j'ai ma newsletter que j'envoie à peu près chaque semaine, où en fait, là, je partage mes propres prises de conscience, ma propre expérience dans cette aventure-là. Et voilà, c'est un petit peu mon journal de bord et qui souvent, il y a beaucoup de gens qui font des liens avec ce qu'ils vivent eux. Donc, j'essaye de la rendre utile comme ça. Ok. Bon, je mettrai tous les liens dans la description de notre échange, bien entendu. À part ta newsletter, est-ce que tu aurais une recommandation coup de cœur, que ce soit une lecture, un documentaire, un podcast ou je ne sais quoi, qui pourrait inspirer, compléter tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Ouais, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'épisode de Génération Do It Yourself avec Nicolas Aignan, il y en a deux. Il y en a un qui date de 2021 et un qui date là, qui est sorti juste en janvier, que j'ai adoré parce qu'il est vraiment aussi sur cette notion de talent. Et en fait, il n'utilise pas le mot slowpreneuriat, mais c'est dans ce qu'il décrit, lui, il appelle ça business radical, dans le sens d'être radicalement au service de l'humain. Et il est, enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une longue conversation de 3 heures, donc c'est le genre de podcast qu'on peut écouter en plusieurs fois. Mais je l'ai trouvé très 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 pertinent. Et j'ai vraiment adoré ce qu'il a proposé. Bon, bah, j'irai voir et j'irai l'écouter d'ailleurs de mon côté, et puis je le mettrai également en lien. Deux petites dernières questions. La première de l'avant-dernière du coup, c'est est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimerais pouvoir écouter si je devais l'inviter au micro?
quelle serait-elle? Est-ce que tu as déjà interviewé Karine Laceva? Non. Qui est cette personne? Alors, c'est la Canadienne, la Québécoise auprès de qui j'ai fait ma formation de doula. Donc son nom c'est Quantique Mama et c'est une femme qui a eu beaucoup d'impact dans l'évolution de mes croyances et dans ma vision du corps féminin et de la féminité. Et c'est une entrepreneure que je trouve assez incroyable parce qu'elle comment dire, elle ne s'excuse pas de faire ce qu'il faut pour que son message soit entendu. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un que je trouve extraordinaire, hyper inspirante comme femme. Et ouais, elle, j'aimerais beaucoup l'entendre. Ah bah écoute, je vais aller déjà découvrir ce qu'elle fait et qui c'est, et puis je vais prendre contact avec elle parce que ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Elle est vraiment incroyable, cette femme. Ok, bah merci beaucoup pour cette personne. Et la toute dernière question, c'est est-ce que toi, tu as une question que tu aimerais poser à nos auditrices? Ouais, quels sont vos talents? Pour la vie pro, pendant la vie perso d'ailleurs, c'est pas que pour le professionnel. C'est quoi vos talents? Partez à la recherche de ça. Intéressant. Bon. Bah écoute, merci beaucoup Laure pour ce superbe échange. Merci de m'avoir partagé un peu de ton temps aussi. Avec plaisir. Ça a été vraiment, en tout cas, un très grand plaisir de mon côté de pouvoir faire ta connaissance et de discuter sur ce sujet-là qui me passionne également beaucoup. Ben écoute, avec grand plaisir, et j'espère que ça profitera au maximum à tes auditrices. Eh bien, je l'espère aussi, je croise les doigts et j'en suis même certaine. À bientôt Laure. À bientôt, merci beaucoup Alexandra. Nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura plu, inspiré, voire chamboulé. Si ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, collègues, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles. Retrouve également tous les autres récits d'éclosion sur le site hygiènedevie.fr.